Salut tout le monde, bienvenue à mon podcast. Alors cette semaine, je reçois Jules Falardeau, que je ne présenterai pas comme le fils de Pierre Falardeau. Vous allez comprendre pourquoi on en jase pendant le podcast. Un cinéaste, documentariste, un gars qui a déjà rappé aussi. On n'en a pas parlé, j'ai comme oublié de parler de ça, mais ouais. C'est un gars que je connais depuis un petit bout. Là. On se jase de temps en temps. J'avais participé au financement de son tout dernier film qui suit les traces du Che en Bolivie. On va jaser de ça, évidemment. Évidemment, on parle d'indépendance aussi. C'est Jules, fait qu'on en jase, évidemment. On parle de boxe aussi. Les deux, on est fans de boxe. Qu'on traite de toutes sortes de sujets. Très content de ce podcast-là. Avant d'aller présenter ça, je vous rappelle mon Patreon. C'est important d'encourager le projet sur Patreon. Sinon, je suis encore en tournée avec mon spectacle du cœur au ventre. Et bientôt, c'est le Dr Mobilo Aquafest du 4 au 11 mai. Que ce soit au Théâtre Fairmount, Théâtre Outremont, on est au Théâtre Rialto aussi. Allez checker la programmation, on va mettre le lien en dessous, drmobilo.com, drmobilo.com. Pour l'instant, on va écouter Jules Falardeau. Let's go! Jules Falardeau, bienvenue à mon podcast. Salut. Ça va bien? Ouais, très bien. Yes. La dernière fois qu'on s'est vu, je pense que c'était à ton spectacle de financement pour ton film sur le Che en Bolivie. Ouais. J'ai pas eu de nouvelles vraiment depuis. C'est rendu où, ça? Mais techniquement, t'aurais été supposé peut-être... Ben, en fait, on avait réussi à amasser un montant de sociofinancement pour partir. Puis donc, on est allé tourner. On n'avait pas vraiment de scénario défini, à part que c'était les commémorations pour sa mort, puis que je connaissais des gens en Bolivie. Puis finalement, assez rapidement, on a mis la main sur ce qu'on voulait, un plan A qui était comme de rêve, si on veut, puis on a fait en sorte que ça se concrétise. En gros, c'est des militants boliviens qui faisaient la route du Che à pied dans les montagnes il y a 15-20 ans. Pour vivre un peu le sacrifice que le Che avait fait. Un espèce de pèlerinage. Ouais, mais pas juste se rendre sur les lieux importants, mais surtout de dire c'est bien beau de lire des trucs, mais tu sais, quand tu souffres comme ça, puis tu sais, c'est comme un formateur comme entreprise. Ouais. Et puis là, on a pris ces gars-là, on a décidé d'aller aux commémorations avec eux en autobus, donc... Ils ont loué un petit autobus, on est monté avec eux. Eux ont amené des gens plus jeunes qui connaissaient pas non plus très bien l'histoire ou les lieux. Puis on a comme refait leur trajet avec eux. Puis c'est assez fantastique. Non, c'était vraiment, tu sais, moi je pouvais pas espérer mieux. Là. Je t'avoue que tu sais, je préférais ça que d'avoir comme 2 Québécois qui vont aux commémorations communes. Salut. Ouais. Tu sais, là, on avait quelque chose. Eux, ils étaient un peu en marge aussi des commémorations officielles, même si c'est un gouvernement socialiste. Eux, ils ont quand même des critiques à formuler sur le gouvernement. Fait que, tu sais, ils voulaient pas juste se rendre là comme une délégation officielle, mais plus de faire des rencontres, des discussions en marge. Puis quand tu arrives aux commémorations, tu sais, c'était très étrange parce que c'était ce qu'il y avait de moins intéressant de tout le séjour, de tout le film. C'est comme une espèce de Woodstock. OK. Tu sais, vraiment, le côté, les porte-clés du Che, genre, t'aurais comme une espèce de tente TELUS gonflable pour recharger ce show. Je te jure, c'est sûr. Tout est récupéré, hein? La révolution est toujours récupérée. Mais à travers ça, je pense qu'il sort quand même du positif, justement parce que ça clash quand même beaucoup avec les discours qu'on a de nos intervenants. Avec la commémoration officielle, mais tu as quand même des gens qui disent la commémoration officielle, malgré tout le flafla, c'est quand même utile pour se rappeler, pour le redécouvrir à nouveau. Puis en parallèle, on avait une bande de muralistes anarchistes boliviens qui font une murale du Che dans un quartier comme un quartier pauvre, si on veut, il y avait une espèce de pub de téléphone, plein de graffitis, puis là, on choisit ce spot-là, puis on fait une murale, tu sais, qui va rester. Légal ou illégal? Ouais, mais en fait, tu sais, ça avait comme un espèce de doyen du quartier qui trouvait ça fantastique comme idée. OK. Ah, nice. Fait que c'est... le film est sur les rails, on a une 4e version, ça dure à peu près 1h35, puis... C'est qui, est-ce que vous aviez un in là-bas de gens que vous connaissiez ou vous êtes arrivé là? Ouais, mais moi, j'étais allé en 2014 enseigner le cinéma. Ah, OK. Donc, je connaissais des gens...
un en particulier qui, lui, est venu au Québec en même temps que je suis allé en Bolivie. OK. Comme en échange, un peu, si on veut. Puis lui, il faisait partie de ce groupe-là, Juventud Libre. Puis il m'a dit, j'y ai dit, tu sais, je vais venir. J'ai averti 3-4 mois d'avance. Il dit, ce que tu veux. Puis c'est vraiment donné la peine. Puis il nous a refilé les archives du groupe. Donc on a leur marche dans les montagnes avec leur cérémonie, genre de poing en feu. Quand même intense. Tu sais, je veux dire, c'est tourné en 2005, mais ils avaient une vieille VHS brésilienne. Fait qu'on dirait que c'est tourné en 79. Là, ça donne un feeling. C'est vraiment... Mais vu comment le Che en Bolivie, on dirait que c'est Cuba, on le sait un peu plus, mais en Bolivie... C'est partagé. Ouais. Mais c'est que partout en Amérique latine, c'est une figure héroïque. Mais en Bolivie, il y a aussi des gens plus dans la région de Santa Cruz, ou autour de... Des gens plus... parce qu'il faut dire qu'à l'époque de la dictature, pour l'armée bolivienne, ils vont toujours garder cette fierté-là d'avoir été l'endroit où ils l'ont capturé, où ils l'ont... Ah ouais. Et donc, il y a des gens de l'ancienne bourgeoisie, mettons... Ben, l'ancienne, ils sont encore bourgeois, mais... ça change jamais. Hein? C'est rare que ça change. Mais donc, tu sais, eux, un peu comme au Venezuela, qui ont perdu un peu de leurs privilèges parce que les socialistes ont... si on veut redistribuer un peu la richesse, donc eux, ils voyaient ça comme pourquoi est-ce que vous rendez hommage à ce personnage-là alors qu'il a tué des militaires de notre pays, tu sais. Ouais, ben ça, c'est une affaire que t'entends souvent aussi, là, tu sais, le Che est sanguinaire, puis tout ça. Que tu penses quoi de cette opinion qui est quand même très répandue ici, là, mettons, là, tu sais, à chaque fois qu'on parle du Che, il faut amener ce penchant-là. Ben moi, je trouve ça... profondément niaiseux parce que tu sais c'est un révolutionnaire, je veux dire, s'il fait la guérilla, c'est sûr que ça se fait que des poignées de main, tu sauras. mais tu sais, je pense que c'est des gens non plus qui ont peut-être jamais pris la peine de lire là-dessus. Et pas, à l'extérieur du front, des t-shirts et de tout ce qu'on peut reprocher à la marchandisation de son image. Tu sais, c'est quelqu'un qui était profondément humaniste, quelqu'un qui était dur, malgré tout, tu sais, mais c'était quelqu'un qui était profondément humaniste, même dans son traitement des prisonniers. Et l'autre chose, c'est que dans les informations qu'on reçoit, tu sais, quand c'est des trucs qui viennent du département d'État américain ou de médias américains, ou parfois c'est même des études, mais tu dis le lobby anticastriste cubain aux États-Unis est très, très puissant. Donc, beaucoup de ces infos-là que nous, on reçoit à travers l'AFP, à travers tout, proviennent de là. Donc, c'est pas très, très puis, tu sais, je veux dire, la politique étrangère des États-Unis envers Cuba était comme... Ça pourrait être qualifié de criminel, de, tu sais... Ben, c'est un blocus économique, puis c'est comme tu vas donner des sanctions à n'importe quel pays d'Europe qui accepte de transiger avec Cuba. Fait que finalement, il reste plus grand monde. Tu les appauvris jusqu'à temps qu'ils meurent de faim ou presque. Là. Mais tu penses quoi, toi, de ce que ça a donné finalement la révolution cubaine? T'es-tu partagé par rapport à ça? Ou, Non, je suis pas partagé. Personne ne me fera cracher sur Fidel Castro. OK, à ce point-là. Ouais. Mais je veux dire, tu sais, ce que Castro il dit, et Chavez le reprenait aussi là-dessus en disant personne nous a jamais montré comment faire la révolution, tu sais. Ouais. Puis une fois que là, on a une fois qu'on a le pays, ben là, ça devient concret tout d'un coup. C'est plus juste des discours de ah ouais, on va faire ci, on va faire ça. Puis à travers ça, t'as le blocus. Puis à travers ça, je veux dire, tu sais, c'était un pays qui était très inégalitaire. Maintenant, tu as un niveau d'alphabétisation qui est parmi les plus élevés au monde, un système de santé qui est parmi les meilleurs au monde aussi. On a de la misère quand même à avouer ces trucs-là. Tu sais, quand il y a eu tout l'épisode Kadhafi qui s'est fait zigouiller, mais c'est quand même Kadhafi a quand même beaucoup fait pour absolument, pour sans dire que c'est un ange ni Saddam Hussein. Mais ça, c'est toujours... tu poserais la question aux Libyens ou aux Irakiens, qu'est-ce que vous préférez, tu sais, l'époque de Saddam ou l'époque... post-guerre en Irak. Ouais, c'est toujours le choix entre la marionnette américaine ou un révolutionnaire qui des fois... Mais bref, après Castro, il sort des trucs de gens... Là, on revient à la même chose. C'est beaucoup les lobbies anticastristes cubains à Miami, tu sais. Puis quand tu connais un peu cette bourgeoisie latino-américaine réfugiée à Miami, c'est toutes les pires crottés. Ils se retrouvent tous à Miami, tu sais. Ils ont des villas, puis c'est connu. Là, par exemple, en Bolivie, justement, il y avait un dictateur qui était un gars
qui est à la fond dans les réformes du FMI, tu sais, qui a appauvri... Ouais. Puis son surnom, c'était Gonny l'Américain. Et quand il a fait mitrailler une foule en hélicoptère et il s'est sauvé du pays... Et évidemment, il est atterri, a été accueilli à Miami. Ah, ça, on entend moins parler quand même. Hein. C'est moins difficile. Mais toi, t'as quand même, j'ai l'impression, en tout cas, corrige-moi si je me trompe, une certaine fascination pour l'Amérique latine. Hein. Je pense que Ben, peut-être que c'est le fait de parler espagnol. Il y a beaucoup de révolutionnaires aussi. Okay, ouais. Mais tu sais, moi, c'est le Mexique à la base qui m'a ouvert les yeux là-dessus. C'est là que j'ai appris l'espagnol. Et tu sais, j'ai beaucoup lu sur la révolution mexicaine, qui est une révolution vraiment fascinante parce que c'est une révolution de paysans. Puis... c'est toujours à recommencer. C'est le stéréotype de OK, on fait tomber le pouvoir, il y en a un autre qui arriviste, qui arrive à ses fins, puis on doit recommencer, puis on doit recommencer, puis on doit recommencer. Mais tu sais, j'ai la même fascination pour le Vietnam, pour le Burkina Faso et tout. Moi, c'est un peu partout, dans le fond. C'est sûr, l'Amérique latine, il y a eu un courant dans les années début 2000 qui était comme, après tout ce qu'ils ont traversé, de voir émerger une espèce d'alliance entre, là, t'avais le Venezuela, t'avais l'Uruguay, t'avais l'Équateur, t'avais la Bolivie. C'était quand même assez... Puis après tout ce qu'ils ont subi aussi, là, je pense que tu avais partagé ça sur ta page, j'ai vu ça, le livre d'Eduardo Galeano que j'ai lu aussi, les veines ouvertes de l'Amérique latine, c'est épouvantable là, ce coin de pays. Mais c'est la même chose partout dans le monde, tu sais, quand quelqu'un comme Lumumba, je veux dire, c'est profondément triste quand tu l'écoutes parler, et quand tu écoutes ce qu'il avait en tête et tout, tu sais, c'est juste que l'Occident, le pouvoir économique mondial ne tolère pas quand il y a un leader qui décide d'aller à contre-courant de leur politique et monétaire et tout. C'est Sankara au Burkina Faso, Lumumba, Salvador Allende, c'est un bon exemple, tu sais. Ouais. C'est les compagnies de cuivre, les minières, tu sais, qui ont décidé que OK, lui, il nationalise ça. Nous, on fait du profit depuis des années. Fait que, regarde, les Américains, c'était la International Telephone and Telegraph, qui ont mis de l'argent puis qui l'ont renversé. Puis quand tu regardes, par exemple, ce qui est arrivé au Venezuela par la suite, dans les années 2000, ou en Bolivie maintenant, c'est les mêmes méthodes que quand on a renversé Salvador Allende, mais 40 ans plus tard, donc ça s'est développé. Là, on envoie des gens les former à manier les réseaux sociaux. C'est pas pour rien. Puis, fait que là, des fois, il y a des gens qui partagent une vidéo style Vice ou une autre connerie comme ça en disant « Ah, c'est horrible, qu'est-ce qui se passe à telle place? » Mais tu dis « Mais est-ce que t'es au courant, genre, que on te manipule complètement. On utilise tes bons sentiments pour dire « Ah, ils répriment les étudiants. » Puis là, tu dis « Oui, mais les étudiants, je veux dire, c'est quelques personnes alliées avec des partis d'opposition d'extrême droite vénézuéliens financés par le département d'État américain. » Fait que je peux comprendre que monsieur, madame, tout le monde peut... Tu penses qu'on est plus facilement manipulable qu'avant avec les réseaux sociaux? On dirait que j'ai l'impression que c'est plus... ça se fait de manière assez smooth maintenant, là, tu sais. Avant, c'était juste cacher les infos. Là, maintenant, tu peux carrément rentrer dans la tête des gens. Là, tu peux carrément... Mais c'est dur de tirer son épingle du jeu puis de comprendre certaines situations. Parce que tu dis même des journaux comme Le Monde, qui était un journal français sérieux, ça appartient à des banquiers aujourd'hui. Alors, je sais pas pourquoi on continue à croire que c'est sérieux. Mais, puis, par exemple, je prends le journal Le Devoir où... toutes les nouvelles internationales qu'ils reçoivent viennent de l'AFP. Fait que l'AFP, c'est supposément un organe neutre, mais il y a des gens, des médias français là-dedans, donc ça devient une espèce d'organe de propagande de la politique étrangère française. On dirait que on devrait quasiment enseigner aux gens comment lire les journaux. Mais c'est dur, c'est un job à temps plein. C'est cherry picking. Ça, je pense que ça peut être vrai. Non, ça, c'est de la bullshit. Et à la fois, tu peux te servir, mettons, de je sais pas, NBC, puis de regarder Russia Today de l'autre côté, puis de dire, OK, où est-ce que je suis capable de combler les trous, la Russie dit ça, mais ils ont quand même leurs intérêts géopolitiques. Fait. Ah, puis des fois, t'es carrément fourré, t'es comme, ben là, j'en ai aucune idée. Qui dit vrai dans tout ça? Il y a des situations, des fois, que tu dis, OK, ça, c'est un peu trop compliqué, je pourrais même pas me prononcer, tu sais, le Nigeria, je connais pas assez pour... Ouais, puis des fois, les situations sont extrêmement complexes. Mélangées avec des peuples, les gens du Sud, les gens du Nord, la religion musulmane, les chrétiens, les compagnies pétrolières. Puis là, tu dis, OK, je sens qu'il y a quelque chose
de pas net qu'on me cache, mais je pourrais pas te dire exactement. Ouais. Puis, fait que c'est le film, pour revenir à ton film, Duché, fait que là, t'essaies de trouver du financement ou que t'es dans quoi, là? Je sais pas si j'y crois, là. Mais... ouais, mais faut l'essayer quand même. Ouais, je l'essaye. Faut les remplir, les documents. Il reste une dernière demande, puis si ça fonctionne pas... écoute, on l'a fait en mode guérilla pour pas faire de mauvais jeu de mots, fait qu'on va le finir en mode guérilla. S'il faut que moi je fasse du sous-titrage au lieu d'engager. Je trouve ça frustrant parce que on connaît des professionnels qui seraient capables de le faire pour un prix qui est comme relativement raisonnable, mais on n'arrive même pas à aller chercher ça parce que on donne l'argent des documentaires à des trucs comme les films avec Vincent Gratton ou Pénélope McQuaid. Ouais, ça, c'est comme la mode là en ce moment, hein, le documentaire de la vedette vu au travers de la vedette. Il y en a de plus en plus. Parce que c'est les réseaux de TV. Quand t'as le réseau de TV qui te back, ben t'as plus accès au financement. Puis les réseaux de TV, ils demandent justement. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Comme si les gens étaient trop cons puis ils allaient pas saisir si tu parlais de je sais pas, tu sais, des trolls ou de la laïcité ou de tel truc ou du lobby laitier, mais si t'as Vincent Gratton qui est là pour te l'expliquer... Mais t'as jamais pensé à ça, genre ramener en Bolivie Sarah-Jeanne Labrosse qui fait des beauty shots, qui réfléchit au Tché avec son petit béret. J'ai pensé, mais je pensais à José Lito Michaud. José Lito Michaud dans le maquis, puis... Ben écoute, nous on s'est plus inspiré de l'école de l'ONF, tu sais, puis la vieille époque, puis le sentiment, c'est ça. Pierre Perrault, tout ça, ouais. Ça me tente pas, c'est con, puis... Il n'y en a plus vraiment de ça, ce genre de documentaire-là. Mais il y en a, mais il y a... Tu sais, c'est tellement pas... favorisé, qu'on donne la grande... Puis déjà en documentaire, il n'y a pas beaucoup de financement, puis on donne la part à ces films-là avec des vedettes, fait qu'il reste pas grand-chose pour... Ouais, documentariste, maintenant, là, c'est pas... C'est une job... c'est pas un métier d'avenir. c'est pas le cash, c'est pas là. En checkant tes affaires, je me suis rappelé que tu avais fait le film Just Watch Me sur notre bon vieux chum Justin Trudeau. T'avais-tu fait ça avant qu'il soit élu ou... Ouais, c'est ça. Et toi, tu dois... Je sais plus, là. Je pense que oui. 2015. Il me semble que non, je l'ai fait juste après. Juste après? Juste après. Mais je pense que t'en parlais avant, par exemple, de ce que je me rappelle. De Just Watch Me? Ouais, je pense que... En fait, c'est un Kinomada, c'est un événement qui se passe en une semaine et t'as une semaine pour faire ton film. Et des fois, nous, comme on essaie de faire des trucs... Si tu veux croire au système puis déposer tes affaires, tu sais, bonne chance. Même ton court-métrage, tu vas peut-être l'avoir sorti dans 4 ans si t'as l'idée maintenant. T'sais. Ouais, c'est ça, Tandis que là, ça, on te donne les ressources, on te donne des gens avec qui collaborer. Tu sais, ce qui était super drôle, c'est que on avait deux de nos acteurs. Un était d'Haïti, mais vraiment d'Haïti. Hein, il n'a pas immigré au Québec. Puis un autre, un Mexicain qui vivait au Saguenay. Et on avait... notre équipe, ça s'est un peu monté sur le fly, puis regarde, on arrive avec notre scénario, quelques lignes, on l'écrit dans la première journée, on le tourne, après ça on le monte, puis en une semaine c'est bouclé. Tu dois rire dans ta barbe maintenant, là, avec Justin, là, le SNC et Lavalin, on est là-dedans, puis tout ça. Ben, dès le début, tu sais. Dès le début, mais moi comme ça t'a pas surpris, ça. Moi, tu sais, genre... Je suis comme cynique dans la vie, puis j'ai comme pas espoir là, sur en les gens en général, mais Justin Trudeau, j'y croyais pas. J'étais comme, hey man, c'est quand même le dude qui a mis au monde sa carrière politique au funérailles de son père, qui déboulait l'escalier, qui faisait des combats de boxe avec Brazo, puis tout ça. Mais c'est ça, par contre, c'était très habile, son truc de la boxe. Mais tout ça est habile, finalement, tu sais. Ben, lui, il est plus ou moins habile, mais non, je trouve il est habile par hasard. Mais son truc de boxe, c'était vraiment brillant, parce que c'était comme d'utiliser Brazo, qui a... Sans dire que Justin Trudeau est intelligent, j'irai pas jusque-là, mais que Brazo, il s'est comme servi de sa faiblesse mentale pour dire... Faisons un combat de boxe. Puis lui, il se disait, tu sais, Justin Trudeau, gosse de riche, il n'y a aucune chance qu'il gagne contre moi, là. Ouais. Puis Brazo, c'est comme un gars de party qui fait, tu sais, donc il est arrivé là pas entraîné. Là, on le voit dans le combat, ça dure à peu près 1 minute 30 et il est complètement épuisé. Mais on va lui donner quand même, Justin, une bonne stratégie de combat là, pour. Moi, je suis la boxe, puis ça, c'est une bonne stratégie épuisée, le niaiseux là, qui swing comme un malade, puis à un moment donné, puis tu jabs sur le nez, puis c'est tout, that's it. Mais ouais, Justin Trudeau, quel. Mais non, phénomène. Ça m'a pas. Tu sais, qui
qui pouvait croire au Parti libéral du tout Canada? le monde a cru à ça. Je veux dire, hey, moi, il y a plein de gens intelligents dans mon entourage qui étaient comme, ouais, mais tu sais, juste. Donner une chance au coureur. Ouais, le fameux donner une chance. Mais tu sais, il disait les bonnes affaires, tu sais. Il disait les bonnes affaires, là, tu sais, il faut que tu aies un discours féministe, les Autochtones, on les aime. Ouais, mais c'est finalement. la mode aussi, tu sais. Ouais. N'importe qui peut se faire élire en utilisant. C'est comme un peu Obama, par exemple. Ben oui, t'sais. même genre de politicien. Et même au Mexique, c'est la même chose. C'est toujours, on passe d'une espèce d'homme fort, tu sais, un peu plus conservateur, qui va affirmer les bonnes vieilles valeurs canadiennes, à l'ouverture d'esprit. Puis c'est les mêmes lobbies pétroliers. Tu sais, quand tu as regardé son cabinet, puis là, tu commences à décortiquer dès le début, tu dis, ben là, tel gars vient de la commission trilatérale, tel gars vient de tel lobby, tel think tank, tel machin. C'était pas... Mais il faut quand même que tu sois plus habile à avoir un discours progressiste, entre guillemets, puis après ça, abandonner tous ces idéaux-là. Il faut que tu navigues au travers de ça. Ouais, finalement, à proportionnel, on fera pas ça. Les Autochtones, on s'en fout un petit peu, finalement. Mais il a jamais renoncé à le dire, tu sais. Il a toujours l'air concerné, par exemple. Ouais, il pleure. Ben, c'est ça. Tu sais, voyons, il y a de la peine, là. C'est pas de sa faute à lui, là. Mais ouais, c'est fait que finalement, tu sais, je me rappelle que quand t'as sorti ton film, quand j'ai vu ça circuler, je me suis dit comme, tu sais, on était exactement au moment où, wow, là, on vient d'élire un sauveur, c'est Jésus, ça va aller super bien, puis tu sais, ton film peut avoir l'air très pessimiste, cynique, désagréable, peut-être juste baveux à la limite, puis finalement, man, tu sais, aujourd'hui... Peut-être que les gens devraient le regarder, mais... Ben oui, c'est un bon moment. Puis se trouver niaiseux d'avoir cru à ça à cette époque-là. Ouais. Mais, tu sais, nous, en fait, c'est vraiment fait avec des moyens limités. Là, puis je trouvais ça... C'était comme une contribution. Tu sais, est-ce qu'on pouvait nous jeter un pavé dans la mort puis dire, regarde, à quelque part, c'est comme un bricolage. Il y a des gens qui vont travailler sur un film de fiction avec un budget de 4 millions, tu sais, puis qui vont... Ça va être quelque chose qui va aller chercher 800 spectateurs. Ouais. Bon, on fait pas juste du cinéma pour le côté commercial, mais là, tu fais un bricolage. Tu vas chercher quelques gens de talent, tu fais quelque chose. Puis au niveau de l'écriture, c'était super plaisant. Ben Tessier, qui avait fait plusieurs films, là, on collaborait là-dessus. Puis finalement, tu dis, OK, le film, Chris, la bande-annonce, on arrivait à avoir des chiffres qui accotent des productions. Ouais. Mainstream avec rien pantoute, juste parce qu'on tombait, puis il y a comme une demande parce qu'il n'y a rien d'autre qui se fait là-dessus. Tu sais. Ouais. Finalement, le film, je pense qu'il a été vu peut-être 15 000 fois, puis si on ajoute les projections, tu sais, ça monte peut-être à, je sais pas, 16 000. Ouais, mais ce qui est honorable quand même pour ce genre de projet-là aussi. Je pense que, tu sais, on n'aillerait pas ça en faire un 2, peut-être pour les élections. Je pense que ça serait une excellente idée, Jules. Ouais. Mais d'ailleurs, tu crois-tu que ce genre de clown-là peut être réélu? Tu crois-tu qu'il peut trouver le... Moi, ça me fait bien rire l'histoire de SNC Lavalin, de le voir essayer de se dépêtrer de ça, mais que ce soit lui ou Andrew Scheer, je crois pas que... C'est de la continuité malgré tout, là. Ouais. Les lobbies vont migrer, puis... Ouais. Mais ce genre de politicien-là, c'est comme on en parlait tantôt, mais c'est la mode. Là, Macron, c'était ça aussi. Là. C'était carrément ça. Mais tu sais, à chaque fois que tu essaies d'allumer les gens, puis c'est ça que vous avez essayé de faire avec ce film-là, à chaque fois que tu essaies d'allumer les gens là-dessus, c'est comme, mais non, c'est de l'image. Mais c'est une rotation. Après, il va y avoir un autre. Tu sais, si on a Andrew Scheer après, ben, ça va redonner l'image OK, Canada is back. Ouais, le balancier. Puis là, après ça, ça va être quoi? Mélanie Joly, genre, dans 8 ans, mettons, qui nous arrive avec... Mais c'est vrai, c'est toujours le retour du balancier. Tu sais, t'as eu Obama, puis là, c'est Trump, puis tu vas avoir un autre... Macron, les gilets jaunes qui bangent. Tu sais, il y a toujours... Puis je sens qu'il y a ça quand même un peu en ce moment par rapport à Justin Trudeau, là, tu sais, comme les gens, les vlogueurs un peu plus genre hardcore, tu sais, genre quasiment white supremacist, là, tu sais, ils laïssent donc Justin Trudeau, puis c'est comme je sens qu'il va y avoir un retour vraiment violent de ce genre de politicien-là, parce que tu sais, je trouve que quand tu utilises des idéaux progressistes comme ça puis tu les laisses tomber, c'est plus nuisible que de t'affirmer genre de droite. C'est plus nuisible pour lui, tu veux dire? C'est plus nuisible pour les causes, finalement, là, tu sais. Je trouve. Là, mais je pense que même en tant que Québécois, peut-être que c'est plus utile d'avoir
les conservateurs à quelque part. Là. Ouais. Parce que les gens ont l'air d'être plus réveillés sur le fédéral quand c'est quelqu'un comme Stephen Harper. Même Stephen Harper était beaucoup plus habile que Justin Trudeau. T'sais, on n'entendait presque jamais parler de politique fédérale. Là. Ça existait presque pas. Ouais. Les lois mammouths passaient, puis... Mais après ça, je te dirais... ce que Trudeau va réussir à se faire élire, ça change pas grand-chose. Là. Non, c'est sûr, ça change pas grand-chose, mais c'est juste que... en tout cas, moi, je trouve que ce genre de politicien-là est plus nuisible à long terme. Parce qu'il réussit à fédérer des gens que tu pourrais amener de ton bord sur tes causes, tu sais. Comme cœur de pirate. Ouais, mais des gens manipulables. Non, mais tu sais, dans le sens que ces gens-là, ils veulent bien faire, tu sais, puis là, ils se font dire, ben moi, je vais toutes les dire, les affaires bien. Ils sont tous là, ils sont tous dans mon programme. C'est comme, hey, good, let's go, on y va, tu sais. Puis là, après ça, ils laissent tout tomber ça, puis les gens sont comme, ben, je suis donc bien déçu. Maudit que je suis déçu, mais c'est comme, fuck, tu sais, développer. Ou quelqu'un va aller déchirer sa chemise sur Trump ou sur autre chose, mais tu dis, ouais, mais on sait très bien pourquoi tu prends jamais la parole là-dessus au Québec ou au Canada, tu sais. C'est facile de critiquer. Ouais. Quelque chose qui est pas... Tu sais, c'est aucunement compromettant là, pour toi en tant que ton intégrité d'artiste va juste... En tout cas... Non, mais je suis d'accord avec toi. Je veux dire, à chaque fois que... En tout cas, personnellement, à chaque fois que j'ai critiqué, mettons, tu critiques Trump ou whatever, c'est comme « Wow, ouais, là, tu vas loin. » Puis là, après ça, tu critiques Obama ou Trudeau, puis tout ça, puis t'es comme... Ben là, tu sais, faut nuancer ça, ce genre de discours-là. T'es comme « Ah, God, c'est complètement ridicule. » Mais toi, t'es-tu positif sur on parlait un peu qu'on est plus utile quand on a un gros conservateur bien juteux pour l'indépendance du Québec, mais t'es-tu positif qu'on va avoir une espèce de retour de balancier qui va donner un élan à l'indépendance du Québec, ou t'es-tu optimiste? Je suis pas optimiste. Parce qu'en ce moment, ça va pas bien, là, mais je pense qu'on peut quand même continuer d'avancer et d'essayer d'informer, de réveiller certaines personnes malgré... Parce que, tu sais, ce que les partis politiques font au Québec, la cause appartient pas à Québec solidaire, appartient pas au Parti québécois, appartient pas... Je pense que pourquoi les partis politiques sont si mollassons, c'est que la population est un peu dans le déni par rapport à ça, tu sais. Puis... Les gens travaillent, il faut qu'ils payent leur hypothèque, qu'ils sont pris dans le trafic. Et moi, je serais pris dans le trafic 2 heures matin et soir, là, j'arrive chez nous. Il y a quelqu'un que tu voudrais cogner. Là. Ouais. Je comprends que t'as pas... Mais c'est ça le défi aussi, tu sais, c'est d'aller justement... que la personne qui a 2 enfants puis qui finit sa journée, qui arrive à 9h le soir puis qui a 1 heure de libre avant de tomber endormi, ben, elle va peut-être plus regarder genre Mégalodon sur Netflix qu'elle va s'intéresser à un documentaire qui va y expliquer pourquoi il y a juste 1 heure dans sa journée. C'est ça, tu sais. Fait que il faut que tu sois capable de les attraper au vol, puis des fois c'est ça le défi. Puis c'est aussi, je pense que le mode de consommation, tu sais, des téléphones, etc., fait que les gens prennent pas beaucoup le temps de s'attarder à quelque chose, de lire ou d'écouter un documentaire. Tu sais, c'est vraiment comme... Tu sais, des fois, je regarde quelqu'un assis à côté de moi, là, puis je le regarde juste comme... Ça me fascine sociologiquement ou anthropologiquement, comment ce qu'il consomme. Tu sais, c'est son Instagram, là. Puis c'est, OK, je regarde 15 secondes de cette merde de personne complètement innocente, là. Puis, OK, j'en regarde un autre, mais genre... Ouais, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a aucune information. Tabarnak, toi, ça me fascine. Mais ça, en même temps, man, je peux comprendre. Tu sais, depuis que j'ai un enfant, j'ai vraiment moins de temps là, dans la vie. Puis je pensais à ça. Je suis comme, hey, mettons, j'en avais 2, là. Puis je faisais du 9 à 5. J'étais pogné dans le pont, genre 2 heures, en allant 2 heures au retour. Man, je penserais pas pareil. Je penserais complètement... J'aurais la même frustration, mais je saurais pas où la diriger, puis je serais probablement manipulable sur vers où on la dirige finalement. Là. Je pourrais être convaincu que finalement tout ça est à cause des artistes de la gauche, puis de je sais pas qui. Là, t'sais. Mais tu sais, tant qu'à moi, tu peux être un dépolitisé, puis plutôt que lire Alain Deneau, tu regardes Bon Cop, Bad Cop, tu sais.
Ouais. Mais la culture Instagram, des influenceurs et tout, je pense qu'il n'y a aucune bonne raison de s'intéresser à ça, vraiment. Là. Non, c'est comme une plaie, c'est comme si on cherchait le summum de l'imbécilité de l'humanité, là, ça réside pas mal là. Ben moi, je pense que... plus bas que le NASCAR, mettons, plus bas que... plus bas que le NASCAR. Ben, je sais pas, j'ai ça comme exemple. C'était gratuit, mais j'aimais ça. Mais je trouve quand même que c'est l'aboutissement de cette société-là, quand même, l'influenceur, tu sais. C'est comme quelqu'un de complètement dépolitisé qui se voit lui-même comme une marque de quelque chose qu'on sait pas trop c'est quoi, là, qui essaie de créer, qui reçoit des gratuités, qui fait de la pub comme avec aucune conscience de rien. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de pensée collective. C'est comme complètement individualiste, de mon image, de narcissisme, genre tous les défauts de la société comprimés en une seule personne qui fournit, là. Ces gens, ils travaillent fort, là, tout le temps, ils ont du nouveau stock. Fait que j'ai pas... Je pense que quand on rit d'eux autres, on les met comme à part, comme si c'était genre une espèce de phénomène. Mais je pense que c'est comme l'aboutissement de... Ben, c'est sûr, c'est un syndrome de la société de consommation poussé à l'extrême. Ouais. Mais je pense que... Je me questionne toujours, tu sais, je me dis, est-ce qu'on peut vraiment aller plus loin que ça? Puis mettons, à une époque, c'était les téléréalités, tu sais. Puis je me dis, tabarnak, est-ce qu'on peut descendre plus bas que ça? Puis oui, on est capable. Puis on a mixé les deux maintenant. Mais tu sais, je veux dire... Occupation double, après ça, tu deviens influenceur. Ouais. Tout est pensé. Je pense que malgré tout, tu sais, téléréalité... J'ai quand même réussi à en trouver une que je trouvais intéressante dans tout ça. Laquelle? C'était celui sur les chasseurs d'alligators dans les bayous. Là. OK, les dudes. Là, comment ça s'appelait? Swamp People, ça s'appelait. S'il n'y avait pas eu des problèmes, eux autres, là, avec je des propos homophobes. J'étais comme, wow! On me présente deux autochtones, puis là, ils ont une espèce de guéguerre de qui va ramasser le plus d'alligators, puis des personnages, mon Dieu. Il y avait comme quelque chose de documentaire. C'est sûr que on te fait... Il s'est mis en scène un peu, mais... C'est ça, puis on essaie toujours de t'amener genre, regarde après la pause. Fait que finalement, tu regardes 45 minutes alors que l'affaire qu'on t'a appâté, ça durait 15 secondes à la fin, tu sais. Mais je trouvais que ça, c'était moins niaiseux que des douchebags dans un... Ouais, mais il y a de quoi d'intéressant quand même à ça. Moi, je connais pas ces gars-là ou ces filles-là. Fait que, tu sais, genre, je les écoute, puis je suis comme, OK, fait que c'est comme ça qu'ils pensent. Puis après ça, tu te dis, OK, ouais, là... va être plus difficile, eux autres, aller les accrocher avec un discours politique ou quoi que ce soit. Là, tu sais, c'est quand même... On est rendu à une époque assez fascinante, hein, où... tu sais, puis en plus, ces gens-là, ils ont grandi avec ça, là. Tu sais, les jeunes, maintenant, ils ont grandi avec un téléphone intelligent, ils ont grandi avec Instagram, ils ont grandi avec ces codes-là. Puis c'est tout ce qu'ils connaissent, sont comme... Ils réfléchissent à l'intérieur de ça, c'est quand même fucked up, là. Je sais pas où ça va mener. Puis tu sais, je veux dire, c'est étrange quand même de croire que on a fait une mobilisation comme sans précédent dans l'histoire du Québec pendant des mois. Ouais, 2012, c'est pas si loin, là. Puis qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Tu penses-tu qu'il y a justement ça un peu? L'extrême déception de tout ça, de ce que ça a donné, tu sais? De réaliser, finalement, tu sais, on s'est fait taper dessus. L'espèce de Québec banlieue nous a traités d'espèce de bébé gâté tout croche puis tout ça. Il y a finalement le PQ est un peu élu avec ça, puis ils ont abandonné à peu près toutes leurs promesses. Il y a comme eu la balloune s'est dégonflée, puis on dirait que les gens ont été découragés pour un bon bout, là. C'est comme OK, bon. Je pense qu'on a vécu, vivre la répression, puis vivre la désinformation à chaque jour, mais continuer d'être dans la rue, c'était quelque chose qui était très inspirant, tu sais. Puis on retournait le lendemain soir, puis là, on regardait le bulletin de Radio-Can, puis là, il focusait sur « il y a une poubelle qui a été renversée », puis j'étais comme... Mais tu sais, je pense que tous ces jeunes-là, ils ont compris comment ce qu'ils faisaient dans la réalité versus ce qu'on leur présentait dans les médias, c'était complètement tordu, tu sais. Mais après ça, je pense que, mine de rien... on se rend pas compte parce qu'on est quand même confortable. Ouais. Alors, c'est toujours... On va t'enlever tes droits petit peu par petit peu jusqu'à temps que t'aies plus rien puis qu'on travaille tous chez Amazon puis qu'on soit obligé de pisser d'une bouteille en plastique. Mais là, il va être trop tard. C'est correct, l'État policier va être complètement la surveillance globale. Mais je pense que, tu sais, il y a des peuples où...
quand c'est direct une mesure, par exemple les gilets jaunes, tu sais, là, si t'attaques à quelque chose de banal, la taxe sur l'essence, puis là, c'est du monde qui sont pris à la gorge, puis la France, c'est pas la Bolivie, là, tu sais. Mais là, ce monde-là, il dit, OK, sérieux, moi, j'en ai ma claque. Ouais, puis je peux pas concevoir, tu sais, de voir ces gens-là manger au Fouquet, puis ne pas payer d'impôts, puis tout, qu'on me balance ça. OK, Let's go. Ouais. Mais je trouve ça intéressant, tous ces moments-là, parce que c'est des petites brèches, parce que souvent, on se dit comme, ouais, tu as des affaires qui vont pas bien, mais en même temps, tu sais pas le Moyen-Orient, ou tu sais pas l'Amérique latine, ou whatever, puis là, des petites manifestations, bang, on te fesse dessus, là, c'est comme si c'est un état policier, finalement, dude. Wake up, là. Moi, je pense que là, la prochaine fois que ça va arriver, peut-être que ça va recrinquer des gens, mais comme on est confortable, tu sais, je pense que lutte des classes et tout, on n'arrive pas à fédérer tout ce monde-là autour parce qu'il y a une classe moyenne tampon qui dit ouais, mais tu sais, les gens aspirent à devenir la classe, les plus pauvres aspirent à devenir la classe moyenne ne veut pas être considérée comme la plèbe, fait que c'est de se maintenir là-dedans, travailler de plus en plus fort. Toi, t'es-tu j'imagine que oui, là, mais t'as-tu un esprit révolutionnaire un peu, tu sais, comme j'ai l'impression que t'as une certaine sympathie pour les révolutionnaires, ça c'est clair, là, mais tu sais, où tu te situes exactement sur... on dirait qu'on a bien de la misère ici, là, genre en Occident, avec tout ce qui est la violence, ou tu sais, d'avoir une manière virile, entre guillemets, là, de faire avancer ses idées. J'ai l'impression que le problème de l'indépendance au Québec, c'est qu'on a toujours essayé de faire rentrer ça dans une espèce dans le statu quo, là, tu sais, dans la démocratie, dans un petit X, là, tu sais, être bien gentil, bien poli, puis tout ça. J'ai l'impression que ça ne fonctionnera pas, tu sais. Je suis pas en train de dire qu'il faut monter aux armes, mais toi, tu te situes où là-dedans? T'es-tu... Ben, moi, je pense que... ce qui est arrivé dans les années 70, ça sera difficilement possible et ça... Tu parles de FLQ. Ouais. Puis même, tu sais, la révolte étudiante, ce qui était bien, c'est que c'était comme... C'était pacifique, les gens étaient très créatifs, t'avais des jeunes... Puis moi, j'en revenais pas de voir du monde taper sur ce monde-là, de dire, tu sais, Chris, c'est une petite fille de 20 ans avec des marques rouges sous les yeux, se fait tirer une balle de plastique d'en face, puis toi, tu dis, ah ouais, bien fait. Mais les gens, ça dérange pas. La violence de ce bar-là, ça dérange pas, apparemment. Je sais pas trop. Mais moi, je pense que par rapport à ça, tu sais, j'ai lu récemment la biographie de Parizeau, qui est écrite par Pierre Duchesne. Ouais. Puis, c'est-tu récent qu'ils ont sorti ça? Ou... Non, ça fait quelques années, mais c'est comme moi, c'est un des livres les plus sérieux que j'ai lu sur le Québec dans les dernières années. Ah ouais. Parizeau avait... et toute sa vie, s'est battu contre l'establishment de mollasson du PQ. Tu sais, c'était comme un miracle qu'il se retrouve chef du PQ. C'était grâce aux militants. Puis si on a passé proche un moment donné, c'est grâce à Parizeau. Tu sais. Ouais, c'est le plus proche qu'on a passé. Puis même, je pense qu'on n'a jamais eu un politicien avec cette envergure-là. Puis, tu sais, même si au premier regard, Parizeau, c'est quand même quelqu'un bourgeois, d'éducation bourgeoise. Mais moi, ça m'offusque pas, Chris. Là. Je veux dire, quelqu'un qui est allé étudier l'économie en Angleterre et tout, puis il se dit OK, ouais, les Canadiens anglais nous menacent sur ça, ben garde, les compagnies d'assurance nous menacent que si on se sépare telle affaire, ils vont nous faire payer. Ben OK, garde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer toutes les pensions d'assurance des fonctionnaires provinciaux, on va les enlever à la Sun Life. Qui a mangé de la merde? Vous voulez jouer à ça? Fait que Parizeau, là. Ouais, il était wise aussi, il avait une stratégie, il pensait à tout à l'avance, tu sais. Puis il s'est fait saboter par des gens au PQ, comme. Il était l'ennemi des mollassons comme Claude Charon. Ah ouais, je suis plus ou moins au courant de ça. Morin, qui finalement était une taupe de la GRC. Oui. Puis, ça, même René Lévesque était comme, je pense, le meilleur, le gars le plus proche du peuple qui nous ressemble, parce que il était comme nous, mais il était un bon orateur. Ouais, puis il avait un côté un peu très québécois, un peu cabochon, qui arrive pas à croire que l'ennemi va nous saboter comme ça, tu sais. Puis quand il a appris l'affaire Morin, je pense que c'était comme ça, il a cassé les jambes. Ouais. Mais l'affaire de la nuit des longs couteaux, Parizeau était...
Parizeau serait pas fait faire ce coup-là. Parizeau était... Ah non, Parizeau était... c'est un joueur d'échecs, plusieurs coups à l'avance quand même. Puis puis ne pas sous-estimer la rapacité de l'adversaire. Tandis que René Lévesque, on dirait qu'il y a toute cette espèce de côté bon enfant. Ah, tu sais, mais ça se passe pas comme ça. On va jouer selon les règles. Puis, Ouais. Mais Parizeau il avait préparé ça en 95. Là, c'est ça. C'est ça qu'on oublie. Là. C'est ça qu'on veut pas faire, en fait. Là, Puis quand tu lis ce livre, c'est tellement triste parce que tu dis toute sa vie, il a mené à ça et son destin, c'était de réussir. T'sais. Il a tout fait et il n'a pas sous-estimé, mais le fait que le Canada a utilisé toutes les méthodes illégales pour le saboter, tu lis le livre puis tu as envie d'arriver à la fin puis de dire... Oui, OK, l'histoire est différente dans mon livre. Fuck, peut-être que c'est moi qui ai rêvé. Là. Ça, c'est une affaire qui me frustrait tellement quand j'embarque dans ça. Genre, je lis sur cette époque-là. Puis, les dépenses électorales qui ont été dépassées de millions, là, en fait. Là. C'est comme plusieurs millions qui ont été dépensés en trop. Les immigrants, allez-y, venez-vous-en, mettez là votre tic sur le nom. Les trucs dans le Canada, les votes, le vote trop élevé de votes annulés, de bulletins cancellés, les étudiants ontariens. Puis ça, Robin Philpot, c'est un des livres très importants. C'est que lui, comme il est anglophone, les Canadiens anglais se sont ouverts à lui en disant je parle à un chum, tu sais. D'ailleurs, ce serait une bonne idée à un moment donné que tu le reçoives. Il y a beaucoup de choses. Je connais, mais je connais pas personnellement. Mais ben, bref, tu sais, c'est des gens comme chez Lockup, et tout, se sont ouverts à lui en disant c'est un frère d'armes, tu sais. Puis finalement, non. Puis son livre est comme une boîte de Pandore, personne n'ose, mais c'est tout répertorié, les magouilles. Ouais, c'est ça. Mais quand je lis sur ces affaires-là, je me sens comme quand tu écoutes une game de hockey, puis là, il y a un but qui est bon. On peut-tu aller voir la reprise vidéo finalement? Parce que, non, mais pour vrai, il n'y a jamais eu de sanction de ça. Là. Mais non. Le Canada n'aura pas de sanction, c'est pas eux-mêmes qui vont s'imposer des sanctions. C'est pour ça que je trouve ça naïf après quelqu'un qui me dit on s'est dit non 2 fois. Mais on s'est pas dit non la deuxième fois. Là. La première fois, peut-être qu'on était mal outillés ou on avait la chienne, je sais pas, mais quand on dit le vol du référendum, c'est vrai. Je trouve ça bien naïf de dire on peut-tu passer à autre chose. Il revient tout le temps sur la déclaration de Jacques Parizeau, là. Le fameux discours, puis c'est ça qui devrait clore la patente. Mais ça, c'est comme... C'est malheureux comme déclaration, mais quand tu regardes Lisa Frula et les congrès grecs, italiens, juifs qui ont mis tout leur poids dans leur balance de leader des communautés de dire « votez non en bloc », tu dis, peut-être que Parizeau l'a pas dit aussi gracieusement qu'il aurait fallu. Tout ça est vrai, mais après ça, je peux comprendre qu'un fils d'immigrant haïtien qui a voté oui en 95 puis qui se fait dire quelque chose de même, ça te laisse un goût très amer, tu sais. C'est moyen, là, tu sais, puis t'as milité. Avec le recul, si chacun lisait l'histoire de Jacques Parizeau, tu verrais que il y a absolument... C'est comme... Hey man, t'imagines-tu à quel point tu dois être piste, là? C'est le combat de ta vie. Oui, c'est exact. T'arrives là, t'es à ça, puis sais que tu l'as dans le fond. Mais ce soir-là, tu le savais pas. Ce soir-là, tu le savais pas que tu t'es fait fister comme ça. Il devait s'en douter un peu. Là. Il devait quand même voir les dépenses. J'ai tout donné. Là. Je leur ai donné tout. Là. Je devrais l'avoir. Puis c'est comme les Québécois m'ont chié dans les mains de 50 000 votes. Là. Fait que... Ouais. T'as-tu l'impression que cette manière-là d'essayer d'aller chercher l'indépendance, c'est un peu terminé, là, l'espèce de... ce genre de référendum-là? Il faudrait pas repenser un peu à la manière qu'on peut y arriver, en fait? Bah, c'est sûr, il faut toujours se questionner, là, mais... ça va... Soit c'est le mouvement populaire qui va avoir été comme... si on veut favoriser par des événements des fois qui peuvent avoir l'air anodins, soit ça va prendre quelqu'un qui a la stature à Parizeau avec... Ouais, ce genre de leader-là. Que tu te situes où, toi, par rapport à ce qui arrive au PQ, là, bon, Catherine Fournier là, qui a quitté, puis c'est le bordel. Là. Le bordel est pogné carrément. Là. Ben, je l'ai écouté, ces entrevues, tu sais, puis j'ai de la misère à être en désaccord avec ce qu'elle dit. Ouais. Ouais. Je comprends. Ouais, j'ai de la misère à comprendre le move, mais je comprends ce qu'elle dit. Je suis assez d'accord, en fait. Et je pense que il n'y a rien d'inspirant au niveau des partis politiques au Québec en ce moment. Ouais. Puis au fédéral, ben, je veux dire, le Bloc
tant qu'à moi, a fait plusieurs moves. Il y a des gens de qualité au Bloc québécois, des gens comme Michel Boudria, qui se sert de son bastion pour faire avancer, même si c'est des petits gestes, des gens comme Sainte-Marie qui faisaient de quoi sur les paradis fiscaux. Ouais. Puis là, on a eu Martine Ouellette. J'ai pas trop compris exactement qu'est-ce qui est arrivé. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était difficile de travailler avec. Puis là, on se retrouve avec le gars du Club des ex. Qui est... tu sais, puis je veux dire, j'aurais pas d'autre alternative que de voter pour le Bloc au fédéral, mais tabarnak, j'ai déjà vu plus inspirant que François Blanchet, tu sais. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Puis à le lire, puis à l'écouter au Club des ex avant, je veux dire, tu sais, c'était quand on prend un souverainiste pour le mettre au Club des ex... C'est que t'es rendu institutionnalisé, là, t'es plus dangereux, là. Hey, le chien, regardez, il donne la patte. Fait que, tu sais, oui, il remonte dans les sondages, mais est-ce qu'on va vivre un nouveau Gilles Duceppe version 2.0 ou 3.0? Ouais, j'ai l'impression qu'il faudrait faire le ménage de tout ça, là, malheureusement. Tu sais, j'ai entendu Jean-François Lisée, justement, là, parler de ça, là, les déclarations de Catherine Fournier, puis et c'est assez hallucinant à quel point il veut rien entendre, il veut rien changer, tout était correct. On essaie de lui faire dire comme ouais, mais tu sais, genre les attaques sur Manon Massé, puis on dirait que les gens ont pas aimé ça. Non, j'ai eu raison, c'était une bonne idée, j'ai sauvé le PQ, sans moi, ça aurait été encore pire. Comme... Mais je la comprends pas, Jean-François Lisée, comment... C'est un gars super bright en plus. Je sais, c'est pour avoir lu de ses livres, j'étais comme... Chris, avec la mentalité qu'il a, avec ce qu'il sait, il aurait dû être du niveau de Parizeau, peut-être, là, genre la tête, ses épaules et tout, mais politiquement, peut-être qu'il n'était pas fait pour être leader, peut-être que son humour essayait de... Je pense qu'il y a une espèce d'ego, une espèce d'orgueil mal placé. Il y a du monde qui passe pas, tu sais, Bernard Landry, qui est quelqu'un de super brillant, ne passait pas. Il paraissait comme une espèce de grand-père trop éduqué qui sort des phrases en latin, puis... Après ça, ouais, j'avoue que moi, Bernard Landry, je l'apprécie après. Jean Chrétien, c'était genre le politicien populaire par excellence, puis on aurait besoin de ça. Genre, un politicien qui crache à terre, là, qui est tout croche. Là. Je pense que ouais. Mais... c'est peut-être ça la clé. Mais tu sais, tu gardes, même Catherine Dorion, là, ils ont fait des scandales sur le fait qu'elle portait des Doc Martens puis une tuque, tu sais, puis c'est dès que quelqu'un s'éloigne un peu des standards, ça marche pas. Là. Toi, tu te situes où par rapport à QS? J'ai aucune sympathie. T'as aucun intérêt? Aucun intérêt. Je trouve qu'il y a des gens vraiment de qualité qui se sont retrouvés là, comme il y en a au PQ, comme il y en avait à Option Nationale, mais tant que chacun fait son petit bout de chemin puis tape sur les autres indépendantistes, ça nous mène nulle part. Là. Puis tu sais, je veux dire, quelqu'un comme Sol Zanetti, super brillant, super articulé, mais j'ai l'impression, en tout cas, je le voyais plus utile d'être un non-député à Option Nationale qui fait de l'éducation avec ses vidéos qui font des 100 000 vues, bien articulées et tout, qui arrivent à rejoindre les jeunes, que d'être un député de l'opposition. On dirait qu'aussitôt que les gens font de la politique, mon gars, sont gone. C'est comme, il se passe de quoi dans leur tête. Puis j'ai une bonne anecdote quand même par rapport à Jean-François Lisée. Avant, Jean-François Lisée, il écrivait des livres, il intervenait, il était très... il voulait redorer la gauche un peu, il critiquait beaucoup la droite, là, genre Radio Poubelle un peu, tu sais. Puis moi, je suivais ses affaires, puis on communiquait ensemble, j'envoyais des trucs, puis on échangeait, puis tout ça. Puis là, quand il est devenu politicien, je pense que c'est sa première entrevue quand il est devenu politicien. J'étais sur le plateau, c'est la première émission de 125 Marianne. Moi, je t'ai invité là aussi. Puis là, c'est exactement pendant mon scandale avec Marilyn Thibert. Je suis quelqu'un qu'il faut pas que... Un paria. C'est un paria, OK? Puis là, il est là. Puis là, elle me demande hey, tu connais Jean-François Lisée? Puis là, je suis comme ben oui, je le connais, on s'est déjà échangé. Puis là, lui, il dit non, moi, je connais pas. Non, il y a erreur, moi, je il connais pas toi? Il me connaissait pas, tout d'un coup. Il avait jamais entendu parler, aucune idée. Il m'a rejeté live à la télé. Il m'a renié, là, comme... Comment tu t'es senti? Sur le coup... En fait, j'ai catché. J'ai fait OK. Là, j'ai vu ça sent, genre, dans son énergie. En ce moment, je suis un politicien. Je suis là pour aller chercher des votes. Je suis pas intéressé à tes trucs, débrouille-toi, j'en ai rien à chier. Mais Nadeau Dubois aussi... Parce qu'ils vont me demander mon opinion là-dessus, puis je vais pas le faire. Nadeau Dubois aussi, quand il a fait le saut à Québec solidaire, il est passé de quelqu'un qui avait comme un discours inspirant à... Il était... Oups! Mais qu'est-ce qu'il parle pour rien dire? Ouais.
Ouais, il adopte une espèce de langue de bois, mais une manière de penser tout court. Puis tu sais, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup là-dedans qui vont là avec des bonnes intentions, puis qu'ils se laissent prendre à ce jeu-là. Ouais. À un moment donné, ça devient leur manière de penser, ça devient leur manière de parler, puis il n'y a plus rien de bon qui peut sortir de ça. Là. Ouais, mais ça m'amène quand même à me questionner sur l'utilité de ça, là. Un parti politique. C'est quand la dernière fois qu'il était inspiré par un parti, là? Mettons le silence, hein? Mais je sais que tu avais l'air quand même assez enthousiaste là, quand le PQ, à un moment donné, il y a un petit oomph, là, il y a PKP qui est arrivé. Ouais, moi, je l'ai appuyé. Moi, j'avais de la misère avec le PQ parce que je les trouvais très, très mou. Mais j'ai dit, Chris, s'il y a un gars de même qui... Parce que c'est rare, hein, dans l'histoire québécoise, qu'un homme d'affaires se compromet, si on veut, à dire, moi, je suis indépendantiste, puis moi, je vais... Puis j'étais comme, Chris, si lui est capable de mettre ça en jeu, puis de s'aliéner tout l'establishment canadien-anglais, tu sais, qui est un vieil establishment, puis de faire le saut, go, tu sais, il va pas là pour faire de la figuration, il va pas là pour... Il en a rien à foutre de diriger... d'avoir un siège de député. Là. Ouais. C'est comme quelque chose de grandiose, tu sais, de se voir, OK, ben moi, je vais être celui qui... finalement, ça a mal tourné. Ben, il y a aussi le fait que, tu sais, dans ce temps-là, quand t'étais aussi à l'aise financièrement, puis tout ça, aussitôt que ça brasse un peu, du coup, bah, pas besoin de ça, moi, là. Bye-bye, la gang, là. Mais je pense que c'est vraiment... Ben, ça, c'est mon avis, mais je pense que c'est comme sa destinée manifeste qui disait, moi je vais être capable d'amener le Québec à ça. Je vais être cette personne-là, tu sais, puis... Mais le PQ était pas... le PQ restait ce véhicule imparfait aussi à ce moment-là. Mais tu trouves pas qu'il y avait comme une certaine contradiction là-dedans, PKP, qui voit l'indépendance, puis ça, pendant que toutes ces publications influencent les gens pas de cette manière-là. Là, je pense que lui-même a dû réaliser certaines choses en devenant politicien. Ouais, c'est ça. OK, mais... En disant, OK, mes employés, c'est vraiment... C'est ça, ils me tirent dans le dos, les salauds. Mais à part ça, tu sais... Puis c'est... en dehors du contexte des partis politiques qui ont leurs fautes, des apprentis députés qui ont leur tort, tu sais, je trouve que même au niveau des artistes, même au niveau des intellectuels, des chercheurs universitaires, quand on parle de contrôle de la pensée, tu sais, c'est un système où on t'encourage, si tu veux réussir dans ce milieu-là, à ne touche pas à ces sujets-là, ne t'aventure pas là, et si tu le fais-le de façon détournée, ou tu sais que ça brasse pas trop la cage. De façon gentille, avec le consensus. Je pense que toi, tu l'as vécu aussi comme... non, carrément. Là. Comme humoriste, là, de dire on préférerait que si on te donnait une deuxième chance, ça serait rentre par terre, là, lèche le sol, excuse-toi, tu sais. Ouais, non, c'est pas dans ma nature, je serais pas capable en fait, là. Je saurais même pas. Mais tu sais, regarde je prends le cinéma par exemple. Quand il y a des organes gouvernementaux et québécois et canadiens qui financent le cinéma, mais c'est pas très compliqué à comprendre que c'est un cinéma financé par l'État va représenter à quelque part les... Je dis pas qu'il y a que du mauvais qui sort de ça. Non, c'est ça, parce que l'alternative... Si c'était pas financé si en même temps, il faudrait que tu ça serait autre chose. Genre... Coca-Cola, le film, Coca-Cola, le film. Puis je pense que là, on est dans le pire des deux mondes parce qu'on a les deux qui s'entremêlent, tu sais, puis... mettons, en recherche universitaire, c'est dur à comprendre aussi que, tu sais, si tu veux avoir des bourses d'études pour continuer tes recherches, mais touche pas à cette affaire-là, puis va plutôt sur ce sujet. Puis c'est Alain Deneau expliquait ça aussi dans le dernier épisode. Ouais, c'est comme c'est tout. Le privé a tout infiltré. Ne touche pas à ça, puis concentre-toi sur ces mardes-là qui dérangent personne. Mais c'est drôle, ça, cette espèce de censure-là, où que, tu sais... Les gens, là, ils déchirent leur chemise sur la censure, mais l'espèce de censure insidieuse de savoir quoi pas dire, quel sujet pas toucher, quoi pas faire. Tout le monde a intégré ça, puis sont sûrs, sont libres. Ah, moi, je dis tout ce que je veux. C'est comme, ouais, mais ton cerveau, il est rendu complètement gearé, là, tu sais, genre machine système, là, puis on dirait qu'on n'en parle pas de ça, mais ouais, c'est un problème avec le cinéma, quand même. Mais le cinéma, mais tous les autres arts, dès que t'es comme dépendant de... Et comment tu veux blâmer, tu sais, l'artiste qui a fait la tournée des bars et tout, qui vit pauvrement, je sais pas, moi je blâmerai jamais un pauvre comédien qui crève de faim d'aller faire une pub de Pizza Hut ou d'une autre compagnie, mais quand t'es rendu
quelqu'un qui fait un esti de bon salaire, puis que si on t'offre de devenir porte-parole, c'est pas... Tu sais, on va te tendre un pont en or, puis toi... Aventure-toi pas là-dedans, Jules. J'ai eu des problèmes avec ça, mon gars. Ça, c'est des affaires qu'il faut pas dire jamais, ça a l'air. Non, c'est assez fascinant, ça, ouais, des espèces d'artistes millionnaires qui... J'ai vu récemment, je sais pas si t'avais vu, il y a Guylaine Tremblay, la comédienne la plus aimée du Québec, elle avait fait des pubs pour Sinorama. Ouais, t'as suivi ça, puis finalement, c'était comme une espèce d'escroquerie, cette affaire-là. Là. J'ai plus ou moins compris c'était quoi la magouille, là, mais finalement, bon, c'est de l'estime marde, tu sais. Puis je pense que c'est Nathalie Petrovski là, qui a écrit un texte là, quand même assez incendiaire là-dessus. Puis je l'ai entendu en entrevue, elle se défendre en disant « Ouais, mais là, moi, tu sais, je veux dire, ça m'intéressait pas de savoir leurs affaires. » Puis, tu sais, ils ont vraiment un cerveau de comme « On m'offre de l'argent, donc je dis oui. » Mais on n'est jamais redevable de rien. Il y a personne qui prend la responsabilité de rien. Jamais elle va s'excuser d'avoir dit à ses fans « Hey, allez là. » Puis non, elle a encaissé le chèque, puis tout est beau, tout est correct, tu sais. Mais toi, en tant que cinéaste, c'est quoi justement ta limite? T'accepterais-tu de faire des espèces de contrats alimentaires? T'en fais-tu? T'accepterais-tu faire une pub là, de je sais pas quoi, là, de multinationale ou un bon chèque que tu dis comme ouais, je vais pogner le chèque, puis après ça je vais aller faire mon projet. Non, je serais pas capable de me regarder dans le miroir, puis je serais pas capable de vivre en me disant ta contribution à l'humanité c'est quoi? Tu sais, il y a du monde qui ont sacrifié des trucs, puis toi, t'es là, je vais faire un corpo pour Power Corp, ou tu sais, je serais pas capable. Puis même, moi, je suis rendu à un autre niveau. Là, donner un exemple, quand que le syndicat des auteurs me donnait un REER, tu sais, puis là, j'étais allé... c'est comme si moi, je débarquais, là, j'avais aucun lien dans... Puis là, on me dit, oui, est-ce que vous voulez investir ça dans un portefeuille, machin, vos avoirs? Je suis comme, mes avoirs, j'ai fuck all, là, tu sais. Mais, OK, puis là, je dis, oui, mais là, c'est quoi vos fonds canadiens que vous proposez? C'est quoi ces compagnies-là? Puis là, on dirait que la fille s'est jamais fait poser cette question-là de sa vie. Non. Fait que là, ça prend 1 heure, tu sais, à part, elle me revient avec la liste. Puis là, je suis comme, c'est OK, Suncor, Power Corp, c'est juste des assauts. Mais tu penses que moi, je vais genre spéculer mon fonds de pension sur Suncor? Mais je dis, regarde, mets ça dans l'affaire qui touche à rien, là, que ça fluctue de 0. Je pense que j'ai fait 30$ en 3 ans de profit, mais mon calice, je serais pas à ça. T'sais. Après, la pub, les corpos et tout, si c'est comme une association... genre l'anonyme qui distribue des seringues aux junkies. Coop, un syndicat. Ou même, j'en ai fait une pub en Bolivie. En fait, c'est pour la compagnie de taxi. Nous, on vivait dans des familles. Le frère qui hébergeait mon directeur photo, il s'est parti d'une compagnie de taxi. Puis en s'en allant, 2 jours à 3 jours avant la fin, on dit ben regarde, on va te tourner une pub pour te faire plaisir. Puis, comme cadeau, de te remercier de nous avoir. Puis notre pub, tu sais, c'est hot, là, mais je ferais jamais... J'ai pas été rémunéré pour ça, c'était plus comme un cadeau, tu sais, puis dire, regarde, on est des chums, si je peux te donner un coup de main avec ta business. Puis si quelqu'un faisait une pub sur, je sais pas, moi, un sirop d'érable biologique au Québec, je trouve pas que c'est dérangeant, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Il y a quand même des... C'est qu'à chaque fois qu'on traite ce sujet-là, les gens sont pas capables de faire la part des choses. Parce que t'es jaloux, mais toi. C'est parce que, ouais, c'est ça. Je suis complètement jaloux, mais... J'ai un des gags qui m'a marqué des dernières années, c'était ton histoire du gars qui se rentre un 2 litres de coke dans les fesses. Tiens, ça va bien, ces affaires. J'étais comme... Mais c'est de même ça marche, man. C'est de même ça marche. Chris, ils l'ont pris. Hey, il doit être hot parce que Coca-Cola, ils prennent pas n'importe qui. Il n'y a plus aucun... tu sais, c'est l'absurdité du geste. Ouais, non, c'est pas grave. Mais ouais, il y a quelque chose de fascinant là-dedans quand même. Là. On est rendu à une époque... Mais tu parlais des REER tantôt. Là. Ça m'a fait allumer sur un truc... J'ai vu Pierre-Yves McSween, son émission, il parlait de ça justement. Puis, non, c'est pas son émission, il était en entrevue, genre au franc-tireur. Puis il disait, ouais, mais là, les gens là, qui veulent avoir des principes, puis tout ça, tu sais, c'est bien beau, là, la vertu, puis tout ça, mais si vous avez des fonds de pension, des REER, puis tout ça, c'est tout investi dans des compagnies épouvantables, puis tout ça, puis je suis comme. OK, ouais, fine, mais tu peux-tu, genre, justement, genre, éduquer les gens sur... tu sais, parce que ça existe, là, des fonds éthiques de compagnies qui sont pas des hosties assholes. Bon, t'auras pas un super rendement, mais ça existe. On dirait on veut pas faire l'éducation là-dessus, tu sais. Aussitôt
que tu essaies d'avoir des principes ou des valeurs ou whatever, c'est... Mais c'est comme, par exemple, ce qu'on revenait à dire, tu sais, que quand tu as 2 enfants, tu fais du 9 à 5, tu es pris dans le trafic. Penses-tu que quand tu vas être le temps d'aller... C'est comme spontanément, ton réflexe, c'est, tu lis-tu le petit contrat de 8 pages? Tu lis-tu le contrat d'iTunes non, c'est sûr. Qui dit de 56 pages? Et tu lis-tu quand tu participes à un concours de maternité que telle compagnie à cause qu'on va t'envoyer des boîtes de lait en poudre, va balancer tes informations à son réseau de marketing croisé que Shell là-dedans, puis personne lit ça. Là. Ouais, puis ça revient tout le temps sur notre poids individuel à nous autres. Il faut tout s'informer sur tout, puis c'est comme, il n'y a jamais personne là, au gouvernement ou whatever qui vont essayer de limiter à quel point tu peux être un asshole dans la vie. Là. C'est ton travail de boycotter tout ce qui est tout croche, puis de bien choisir. C'est comme la vision consommateur. C'est dur, là, parce que Chris, tu sais, tu peux pas être pur sur chaque choix de consommation. Là, ton yogourt, OK, mettons que tu fais un effort sur telle affaire, mais tout vient te rattraper. Tes vêtements, j'aimerais bien avoir des vêtements des étoffes du pays, mais Chris, ou manger bio, mais si je fais ça, man... T'as pas les moyens, ouais. Ben non. C'est rare d'avoir les... Mais en fait, c'est ça devient un privilège de classe, là, de bourgeois. Ouais, moi, tout est cool, tout est clean. Fait que même par exemple, quelqu'un qui voudrait dire « Ah, moi, j'ai une auto électrique. » Ouais. Mais c'est ça, Alain Denis aussi en parlait à propos des mines et du lithium, etc. Ouais, c'est épouvantable. Hey, ça me fait penser, il me semble que j'avais lu ça quelque part. Il y avait une conversation entre ton père puis Lauzon, je pense, qui parlait de pub. Ça dit-tu quelque chose? Mais c'était un radio-roman. Ah ouais? OK. Ouais. OK. C'était quoi ça? Il avait fait un... C'est mon père qui avait écrit ça. Ça se passait à un comédien, un réal qui fait pas de pub, puis un réal qui en fait. Puis il s'est inspiré de Lauzon. Je connais pas tous les détails. C'était un de ses amis? Ou... Ouais. C'est des bons amis. Mais Lauzon, lui, faisait de la pub à côté. Puis il disait, mais t'es niaiseux, en esti avec tes principes. Parce qu'il dit, moi, en plus, pour une fois qu'on a des conditions de travail de feu, tu sais, puis moi, je leur charge le plus gros prix possible. Je fais ma crise de vedette, puis ils rampent à mes pieds, tu sais. Puis... mais il y a quand même un point là-dessus là, où il a décidé comme moi. Ouais, mais mon père, lui, disait, ben, en même temps, tu sais quoi, je trouve que tes contrats de pub déteignent sur ton cinéma, tu sais. Les techniques que tu utilises pour faire un close-up sur la dinde congelée, mais... ça, c'est très drôle. Mais je sais pas si je me trompe, mais je pense que Lauzon, tu sais, lui a fait deux gros films, là, Un Zou la nuit puis Léolo. Puis après ça, il a un peu arrêté. Puis c'est comme concentré là-dessus. Il a fait fuck that, et nous, tout le monde s'en crise de mes films artistiques. Let's go. C'est quoi les contrats? Moi, je vais faire un commercial, puis je peux vivre pendant 6 mois sur ça. Ouais. Puis je vais aller à la chasse à la place, puis je vais aller... Ouais, je vais m'acheter des bébelles, m'avoir... Le système de financement du cinéma est super aride, c'est chiant. C'est pas vivable. Ouais. C'est comme, t'as-tu le goût de... Puis tu sais, les gens sont pas tous des Xavier Dolan que tu proposes ton idée, elle est financée, tu tournes, il sort 1 an et demi plus tard. Tu sais, il y a du monde, mettons, les Louis Bélanger et compagnie, même les documentaristes, tu fais un film tous les 6 ans, là, Bernard Hémon. Tu déposes ton idée, il y a des petits bureaucrates qui te disent « Ah, c'est ça, rajoute donc ça. » Moi, j'en ai jasé ici avec Adib Al-Khalidi qui a tourné son premier film, finalement socio-financé, mais il a tourné un court-métrage, puis il avait tout rempli des documents. Il était comme, j'ai jamais vu ça, là, c'est épouvantable, c'est chiant, il faut que tu intellectualises tout, il n'y a aucune place à l'instinct, l'interprétation, il faut que tout soit documenté, ça a l'air ultra chiant. Mais on parle de Lauzon, toi, ton père a fait le choix carrément inverse, là. T'sais, il a décidé on n'y va pas là-dedans, mais je me demandais, ça a-tu été un peu romancé tout ça? À quel point, tu le sentais-tu, toi, genre les sacrifices quand t'étais jeune, quand t'as grandi, ou c'est comme quelque chose? Mais mon père, c'est pas quelqu'un qui est très consommateur. Hein. Okay, c'est quelqu'un qui est bricoleur, puis que, tu sais, la maison de campagne, il l'avait acheté à l'époque 13 000, tu sais. C'était comme une ruine complète, puis il l'a retapé avec des matériaux de pauvres. Puis... 13 000 à quelle époque? C'est en 77. OK, mais quand même. Mais tu sais, je veux dire, c'est tous des trucs bricolés, là, puis il ramassait, il voyait des troncs d'arbres dans le fossé. Je vais les ramasser, puis je vais chauffer avec ça pendant 3 semaines. Puis tout était de même, tu sais. Consommer, c'est pas... ça le faisait pas plaisir, là. Il y a tout le temps des vieux chars. Fait que le sacrifice, je pense que c'était plus de se dire, moi, je suis conséquent avec ce que je veux. Je pourrais pas
faire des pubs pour Petro-Canada en même temps que d'essayer de combattre ça de l'autre côté. Je préfère vivre dans un 4,5 dans le centre-sud. Puis, la seule fois qu'il a fait de l'argent dans sa vie, c'est quand il a fait Elvis Gratton 2. Ah ouais, c'est le 2? Même pas le 3? Le 3, non. Le 3, il me semble que... Non, c'était de base. Le 2, en fait, il s'était négocié une clause qui était très rare de dire je veux un pourcentage des recettes. OK. Ça se faisait pas vraiment. Mais garde-moi. C'est ça que le monde veut ça. Moi, je un deuxième. Puis Octobre, il avait même investi une partie de son salaire pour le tournoi. Il dit, là, je vais pas être le dernier niaiseux de la gang qui recevra pas une scène. Tu comprends? Là, genre. Puis c'est vrai, des fois, le Real, tu penses que c'est super glorieux, tu sais, mais sur certains trucs, le Real, le technicien, tu sais, lui, il enchaîne les projets et tout. Toi, tu le portes pendant 6 ans, tu fais ton salaire, mais quand tu l'échelonnes sur le temps que tu as mis là-dessus, t'es vraiment le cave. C'est toi avec l'idée, mais c'est toi qui as fait vivre tout le monde. T'es le pauvre auteur, là, tu sais, que tout le monde méprise. Puis que... Ouais. Mais ouais, ça a l'air compliqué, le financer. C'est pas très agréable non plus. Tu sais, je pense qu'on a plus de fun à faire des projets guérilla parce qu'au moins, t'es en toute liberté. Puis tu te dis, il n'y a pas un esti de fonctionnaire qui va dire ah ouais, mais on aimerait. Ouais, ça enlève ça coupe ça. Ou on te le dit pas de même, mais on te dit retravaille-le. Puis là, tu te dis, ouais, mais Chris, mon idée, moi, c'est ça. J'ai pas envie d'intégrer tes concepts. Là. Ouais. Puis toi, t'es qui de toute façon, tu sais. T'allais-tu sur les plateaux de ton père quand t'étais jeune? C'est ça qui t'a inspiré à vouloir faire vraiment. ça? Puis non, lui, pas en tout, jamais? Il voulait pas que je fasse ça. Il voulait pas que tu sois dans ses jambes? Non, il voulait pas que je fasse du cinéma. Ah ouais? Il a dit, tu vas te faire chier, fais pas ça. Oui. Mais tu sais, quand t'es jeune, à un moment donné, t'es têtu, puis tu dis, ouais, ben moi, j'ai le goût d'essayer pareil. Puis moi, j'étais allé... Octobre, j'avais joué dans Octobre, un petit rôle. Là. Ah ouais? Ouais. Le petit gars qui check pas le rôle se frappait avec la brique. Ah ouais? C'était toi, ça? Je savais pas. 15 février, Elvis Gratton 2, j'étais allé. Mais non, c'est pas, tu sais... C'est pas tant que je trouvais ça... c'était juste... En fait, je sais pas. Le cinéma m'intéresse, mais le cinéma n'est pas tout. Tu sais, si j'étais capable de gagner ma vie à écrire des livres, peut-être que je... Ouais. Mais la vidéo, ça me fait triper parce que t'as une idée, t'es capable de la concrétiser, de faire vivre des émotions fortes aux gens, puis de passer un message, puis tu sais, ça a un rayonnement, c'est comme un média qui en associe plusieurs arts, fait que c'est quand même... Le cinéma, c'est extrêmement puissant, là. Tout le monde, c'est accessible à tout le monde. Le cinéma, mais même la vidéo aujourd'hui, tu sais, c'est un art qui est... Des fois, t'as une idée, tu la tournes sans être devant ta webcam, puis tu dis salut. Tu peux jouer, faire du montage, puis faire quelque chose qui, en une semaine, va avoir plus d'impact que quelqu'un qui a travaillé 6 ans sur son long métrage. Ah, mais ça, c'est vrai. Avec Internet, maintenant, là, c'est extrêmement puissant. Mais toi, tu penses que tu dois faire ça toute ta vie, ou c'est une vocation pour toi, ou t'as comme éventuellement d'autres projets? As-tu un plan B? Ou, Mais pour l'instant, je te dis pas, jamais un film comme Le Tché, par exemple, me fera vivre. Là. Ouais, ben c'est ça je me demande en fait. Là, comme c'est difficile de faire aboutir des projets, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement personnel de ton temps. Là. À un moment donné. Mais je pense que de plus en plus, je vais me détacher du cinéma. Puis ce que je vais le faire purement par plaisir. Puis, ouais. Puis, tu sais, je pense qu'il y a quelqu'un qui maîtrise les médiums du cinéma, de la vidéo, qui est capable de tourner, qui est capable de monter, qui est capable de faire un peu de tout, d'écrire. Je pense que l'Internet nous ouvre des portes qui n'étaient pas ouvertes aux cinéastes. Les trucs de tabloïd, par exemple. Ouais, c'est vrai, tu fais ça maintenant. C'est bien plaisant à faire. C'est quoi le mandat de tabloïd exactement? Ça n'a jamais été super clair. C'est pas clair? On propose des idées, puis ils passent. Puis j'ai l'impression que c'est une espèce de... C'est comme des faits divers de qualité, là, genre des faits divers ultra intéressants. Je pense que c'était un peu de s'inscrire dans la veine des Vice et des trucs comme plus jeunes où on a le temps de tabler sur quelque chose, pas juste un reportage qui va passer aux nouvelles 2 minutes, qui fait... Ouais. On a le temps, on peut mettre un peu de temps, on peut... Est-ce que c'est toi qui choisis les sujets, les idées? Ah ouais, t'as une liberté totale, t'as pas eu de
de refus à date. Puis, Ben, en même temps, on me fait confiance. Ouais. J'ai fait mes preuves quand même. Puis j'arrive avec une idée. L'affaire, mettons, sur Bull, le fabricant de canons. Là, je sais pas si je l'ai pas vu, ça, non? Bah ça, tu sais, ça fait longtemps que je voulais le faire, puis je l'ai proposé, puis ça a été un peu long à concrétiser, puis finalement, tu sais, c'était comme... Moi, c'est l'affaire que je suis le plus fier dans la dernière année. C'est quoi, le... Ben, Gérald Bull, c'était un spécialiste en balistique de McGill qui voulait envoyer un satellite en orbite avec un canon. OK. Dans les années 60. OK. Puis... Mais pourquoi? Parce que lui, en fait, il avait été fasciné par Jules Verne, puis des trucs de l'espace, Ouais. puis c'était comme un génie de la balistique, puis il se dit, moi... Puis en fait, son idée aurait fonctionné. L'armée, le gouvernement canadien, les Américains, tout le monde a embarqué, ils finançaient ses recherches, puis... à un moment donné, je pense que la NASA, il avait réussi... Je pense que la NASA aurait comme été un peu fâchée parce qu'il serait arrivé à tirer des satellites dans l'espace à moindre coût. Fait que la NASA aurait peut-être vu ses budgets. OK. Bref. À un moment donné, il a fini par y couper les vivres de ses recherches. Et puis, lui, il avait une entreprise de recherche spatiale dans les cantons de l'Est. Un petit bled miteux que je connais. Puis... fait que là, il s'est dit, bon, ben moi, j'ai une expertise en balistique. Pour continuer à faire vivre mon entreprise, mon monde, je vais vendre mon génie à des trucs militaires. Puis ça continue comme ça. Puis à un moment donné, la CIA lui a dit, est-ce que tu pourrais vendre ton expertise à l'Afrique du Sud pendant l'apartheid? OK. Fuck. Contre les communistes en Angola. Et donc, lui a fait ça. Finalement, quand c'était contre l'embargo de l'ONU, quand ça a sorti, ben, la CIA s'est comme lavé les mains de tout ça en disant « Ouais, c'est juste lui. C'est son idée. Fait que là, lui, il se retrouve à avoir été l'idiot utile. Il était en tabarnak, il est emprisonné. Il revient, il revient au Canada. Il retire sa citoyenneté canadienne. Et là, il retire sa citoyenneté. OK, c'était un Canadien, c'était un Canadien anglais. Puis... finalement, il se retrouve à continuer de travailler dans le domaine de la balistique en Europe. Puis il vend son idée à Saddam Hussein de construire un gigantesque canon pour tirer un satellite. Puis là, ben, il meurt assassiné en Belgique. OK. À l'époque, on a dit que c'était le Mossad. OK. Puis il y a d'autres théories qui disent que ça serait la CIA ou les services secrets anglais. Tout le monde était un peu heureux de le voir disparaître. Mais tu sais, moi, ce qui me fascinait, c'est que cette histoire-là part d'un mini-bled des cantons de l'Est, puis qu'il y a encore des installations. Fait que tu vas le voir. Pas loin de chez vous, genre? Ouais. Puis il y a encore le soc du canon, il y a encore le labo photo avec, tu sais, un portrait de JFK en polo sur la plage. Je te jure. On dirait que tu pénètres dans un bunker de la guerre froide, tu sais, le mobilier et tout. C'est bien impressionnant. C'est assez incroyable que je vais aller voir ça. C'est intéressant. Ça fait combien de temps que tu fais ça, les tableaux? Ça fait un an. Ça fait plus qu'un an, ouais. Fait que c'est ça serait le reportage que t'es le plus fier à date? Ben, en même temps, chaque reportage, tu les portes pendant comme quelques semaines. Fait que tu vis avec, puis t'es comme bien content. Mais celui-là, ouais, particulièrement fier. Ouais. Mais celui sur les frères Germain aussi, j'étais assez fier. OK, c'est quoi ça? Mathieu Germain? Ah oui, OK, excuse-moi, j'avais pas catché. Les boxeurs, son grand frère qui a eu la main cassée, qui ne peut plus se battre, puis qu'il entraîne son petit frère. J'étais comme ça me touchait. Ouais, puis il se dit qu'il avait pas l'air en paix avec ça. Là. Il était comme, ouais, OK, mais on va se focusser. Pour la famille, puis tu sais, comme il dit, j'ai tout le temps le projet de revenir malgré que ma main, je pourrais plus me battre. Puis, ouais. Je sais que ça se fait pas, mais bon. T'es un boxeur, tu l'es pas. Là, fait que... Ces gars-là ont de la misère à abandonner. Là. Il y a Lucien Boutet qui a pris sa retraite là, tout récemment. Puis il y avait Jean-Pascal aussi qui a pris sa retraite, qui est revenu. Ils ont vraiment de la misère. Il leur manque l'adrénaline de se retrouver sur le spotlight. Mais j'ai l'impression quand même que pour Jean-Pascal, pour bien d'autres boxeurs, ils ont toujours l'impression qu'ils peuvent revenir au top. Là. Qui sont comme, je suis la même personne, là, je suis encore ces skills-là, je suis capable. Puis tu sais, il y a Bernard Hopkins qui l'a fait, fait qu'ils sont comme, ben oui, Bernard, mais c'est comme, non, c'est pas le. Ouais, lui, c'est pas pour rien qu'il se faisait surnommer le Alien à la fin. Là, ouais. Mais Bernard Hopkins, c'est fascinant parce que
en fait, il a adapté son style à son âge. Là, c'était pas un style fan-friendly, il accrochait des coups de tête. Jean en parlait en entrevue, c'est comme il mine. Là. Il donne des petits coups en dessous de la ceinture quand l'arbitre est de l'autre bord. Mais quand tu connais son histoire, tu sais, qu'il dit j'ai été le gars qui a été champion du réseau carcéral de la Pennsylvanie, de l'endroit le plus tough au monde, champion de ça, après ça, amenez-les vos boxeurs, tu sais, je vais... Puis lui, à son premier combat, il a perdu, tu sais. Il a perdu, là, tu sais, quand il a viré pro, il est sorti de prison, père. Fait comme non, ça se passera pas de même. Puis il est devenu... je pense qu'il y a encore le record là, de défense des 160 livres. Il y a le record du plus vieux champion du monde aussi. Ça, je pense pas que ça sera jamais... Je me rappelle pas c'est quand le plus vieux qui a été champion, c'est quelque chose, je pense qu'il y avait 50. C'est Hopkins. Ouais, c'est ça, mais il y avait 50. Avant ça, il y avait Archie Moore qui a été comme longtemps champion, puis je pense qu'il y a Foreman aussi qui est redevenu champion à 48 ans. Non, c'est pas 48, c'est quand même pas si vieux que ça. C'était genre 43-44. Puis, en fait, le soir que Bernard Hopkins a battu Jean-Pascal, il y avait 46. Puis ça a été le record. C'est ce soir-là qu'il a eu le record. Puis après ça, il a continué à être champion jusqu'à 50, 51, je suis plus sûr. Là. Man, c'est de... Mais il dit en plus, après son combat avec Jean-Pascal, il dit là, je me sens comme si j'avais comme 75 ans. Ça doit être rough, ça doit être raide. Ouais, mais moi, j'étais là ce soir-là, mais il était complètement hallucinant. Ouais, moi aussi. Il a fait ses push-ups. Oui, mais on capotait. Puis j'étais comme, tu sais, les gens le huaient. Puis j'étais comme, non, vous réalisez pas ce que vous voyez en ce moment-là. Puis moi, autant j'aimais Jean-Pascal, mais Hopkins, je le suivais depuis longtemps. Fait que, sans dire que je prenais pour lui, j'étais comme... On vit un moment d'histoire, puis s'il devient champion, wow. Ouais, je l'ai vécu pareil aussi. J'étais comme, non, c'est correct. Dans les beaux combats qu'on a vus au Québec, j'aurais bien aimé voir le Archie Moore, Yvon Durel. Ça, mais ça, il paraît que c'était comme un moment vraiment spécial. Là, il y a quoi qui a failli le knocker. Puis, il est allé l'envoyer au tapis, genre. 3 fois, je pense. Ouais. Il était vraiment sur le bord, puis Archie Moore, il est pas tuable. Puis j'aurais bien aimé aussi voir Duran Leonard à Montréal. Ça, c'est comme les grands combats internationaux. Ouais. Puis... Mais toi, t'es un fan de boxe, toi? On en jase de temps en temps, mais c'est quand même... toi, tu veux rien savoir de MMA. Ah, mais quand même, man, tu sais, j'enlève rien, là. Georges a pris sa retraite, puis, tu sais, pour vrai, j'en jasais avec du monde, puis, tu sais, je lisais, là, quand il prenait sa retraite, moi, je suis bien au courant de, tu sais, je vois sur tous les sites, là, de MMA, puis tout ça, puis je pense que c'est peut-être le plus grand ambassadeur du Québec. Niveau sportif, c'est le plus grand peut-être de tous les temps. C'est sûr que c'est trippant de voir un Québécois être au sommet de ce sport-là, puis... Mais c'est le meilleur de tous les temps. Il est respectueux. Il est toujours dans la philosophie des arts martiaux. Il essaie de se trouver lui-même au travers de tout ça. C'est pas un idiot. Ah non, j'enlève rien. C'est juste que j'aime pas ça, regarder du UFC. Il y a des affaires que j'aime pas. Qu'est-ce que t'aimes pas? Trop violent? C'est pas trop violent, mais j'aime pas quand la personne tombe par terre. Je trouve qu'il y a ce moment-là de... Pas tombe par terre, genre, OK, on fait du grappling, je sais pas trop. Puis, tu sais, les gens qui font, mettons, du jiu-jitsu, puis qui sont capables de voir les technicalités de ça, moi, je les vois pas. Mais quand quelqu'un se fait knocker, mettons, puis qu'il tombe, puis que l'autre a à peu près 3-4 secondes avant que l'arbitre intervienne pour aller en donner une coupe de shot du coude, ou de... ça m'a toujours déplu. Mais c'est quoi, man? On réalise que finalement, c'est moins dangereux, ça. C'est fou pareil. C'est moins dangereux parce que souvent en MMA, le gars il tombe justement, puis peut-être qu'il va avoir le temps d'y donner un coup ou deux avant que l'arbitre arrête, mais la commotion est faite. Tandis qu'en boxe, tu peux te relever, là, t'es là, ok, je vais me replacer. Ouais, je dis pas que la boxe c'est plus. Adonis Stevenson, c'est une histoire absolument tragique, puis il y en a plein d'histoires de même en boxe. Non, je te dis pas que c'est sain pour le cerveau, là, ni que ça fait très gladiateur, mais je préfère regarder la boxe que les combats ultimes. Ah, puis on est servi au Québec quand même. Là, tu parlais des Mathieu Germain qui est encore... Mais en fait, il y a eu une nulle récemment. Mais moi, je pense que c'est un des plus beaux espoirs. Ouais, ok. C'est pas quelqu'un qui a des capacités athlétiques incroyables, mais au niveau... Puis je suis pas le seul à le dire, là, au niveau de boxing IQ, comme on dit. Là. Puis c'est un grinder, là. Il veut, puis il travaille fort, puis tout ça. Je trouvais ça le fun quand il dit, moi, jamais j'accepterais que mes filles viennent me voir boxer. Ah ouais? Et c'est...
Il est en cool, ce gars-là, en plus. Moi, je m'entraînais. Non, c'est dans les beaux espoirs. Des gens comme Steven Butler puis Germain, c'était des étoiles montantes. Il y en a beaucoup, là. Simon Keane aussi. Bon, là, il s'est fait knocker. Il y avait David Lemieux qui était comme vraiment un... il s'est rendu loin, David. Là. Il était champion du monde. Oui, il était champion du monde. Mais ça, c'est... Moi, je respecte ça en Chris. Le gars est devenu champion du monde. Tout de suite, il a dit G. Fuck that. Let's go, Triple G. Puis il en a mangé toute une, là. Ouais, mais c'est parce que là, tu sais, puis son combat contre l'anglais aussi, tu le vois, ses limites. C'est comme... Quand que la personne décide de boxer, puis de le tenir à distance, puis de boxer intelligemment, il arrive pas à suivre. Ouais, j'étais là. Alors que quand tu le regardes, que l'autre accepte de rentrer dans son jeu, là il a l'air fessé fort. Ouais, c'est assez incroyable. Puis il a l'air de rien. Tu sais, il y a pas, je sais pas, mais comme physiquement, il t'évoque pas quelqu'un qui va te mettre un coup au foie, puis tu vas tomber. Tu sais, il a l'air de... Mais il est rapide, il est massif, il fait fort. C'était vraiment plaisant de regarder ce gars-là. Moi, je connais un gars qui est dans son équipe d'entraîneur, puis le problème avec David, finalement, c'est ses mains. Il est en train de les détruire tellement qu'il fait fort. C'est tout genre, tout est pogné en pain, là. Faut qu'il se fasse opérer, mais il y a des combats, puis il faut qu'il gagne de l'argent, puis tout ça. Fait que, non, c'est comme, c'est une machine, là. Mais, ouais, on a une, tu sais, au Québec... je trouve que la boxe, je trouve ça sous-estimé quand même. On est focus hockey, puis on tripe juste là-dessus. Mais Chris, on a des estis de beaux athlètes, puis on a une belle histoire. Tu sais, je sais que toi, j'imagine avec ton père un peu, on allait voir Stéphane Ouellette à l'époque, en 97. Là. Ouais. Ça, c'était la belle époque de la boxe locale. Ouais. Tu sais, belle époque, je veux dire, il y a eu les Eddie Melo, il y a eu les Gator Hart et tout, là, mais ça, c'était particulier, là, ça renaissait après des années un peu tristes, là. Il y avait Lucas, Ouellette, c'était super effervescent, les combats contre Lilton. Après ça, ça a pris une autre tangente, où que je déplore ça plutôt au niveau des fans, là, parce que comme tu le sais comment ça fonctionne quand on monte un boxeur local, on lui donne des adversaires faire valoir, on dirait. J'aime pas le mot, mais plutôt des adversaires qu'on sait qu'ils seront pas dangereux puis qui va faire sa progression, mais que ça donne une soirée de boxe extrêmement plate. Tu sais, t'as 8 combats, t'as 7 knockouts au premier round, tu vas avoir un combat qui est comme intéressant. Fait qu'en tant que fan, c'est pas si le fun de se déplacer là, de payer ton billet puis de voir comme OK, tu sais, on assiste à la montée de ces gars-là, mais dans le temps, c'était les combats locaux où, comme Régis Lévesque était capable de dire on va prendre ces deux gars-là, puis tout le monde le sait que ça va être un esti de show, puis personne ne sait qui va gagner, fait que pour ça qu'on se déplace. Ouais, c'est fou qu'on les verra pas finalement. La plupart des combats locaux, je veux dire, Adonis contre Jean-Pascal, on verra jamais ça finalement. Parce que les gars ont ce qu'on appelle un capital corps, puis ils ont trop à perdre d'avoir une défaite dans ce contexte-là. Ils vont reculer de 2 ans, puis tu sais, ils calculent que ça sera en tout cas. Ils devraient pas penser comme ça, parce que c'est comme... C'est ça qui attire les gens, en fait. Là. Je veux dire, avoir un combat de championnat, c'est nice, mais contre quelqu'un que personne connaît au Québec, ils sont comme, bon, on va aller voir ça. J'imagine que ça doit être bon, tu sais, mais on n'est pas impliqué émotivement. C'est une autre façon de faire la promotion, là. Ouais. Puis tu sais, quand Alvarez est devenu champion... ouais, mais là, il l'a perdu. Là, mais le combat... Asti que c'est beau. Moi, c'est mon plus beau moment de boxe. C'est rare que je fais des paris sportifs, là, mais là, j'avais joué à mise au jeu. Moi tout. Puis j'avais mis KO, puis j'avais dit un autre ésotérique, là, j'ai dit, il va gagner par KO, genre entre le 7 puis le 9. Ah ouais? Fait que quand le premier punch est arrivé, mon gars, j'ai sauté, là. Je dis, aïe, je sais... Wow. Ah, pis personne s'attendait à ça, là, tu sais, je veux dire, Eléder a pas un gros punch, là, tu sais, il a un bon jab, techniquement, il est vraiment... il est magnifique, là, mais... En fait, ce qui m'a donné le goût de me parier cette fois-là, c'est la cote, parce qu'il était vraiment négligé, puis 2, le reportage, je pense qu'il y avait un reportage un truc de Radio-Can Sport, là, ouais, c'était vraiment 15 bon. minutes, puis là, tu dis, OK, lui, il vit dans 1,5 avec rien pantoute, tout pour envoyer à sa famille, il les voit jamais. Puis Chris, OK. Là, je pense que c'est la première fois qu'il allait s'entraîner en Colombie, puis là, il voyait sa famille, puis là, tu sais, il était inspiré de ça. T'avais l'air de dire, même si je perds mon argent, il mérite tellement que j'y crois. Là, mais. Mais t'as-tu vu aussi Oscar Rivas, là, qui est l'autre Colombien,
Kaboom. Ouais, Oscar, mais lui aussi, c'est un beau talent. Ouais, c'est mais les poids lourds m'intéressent moins. Ouais, je comprends, mais je regarde pas souvent les poids lourds, je trouve ça plate, c'est personnel. Là. Ouais, mais c'était un bon combat quand même. Son dernier contre Brian Jennings, c'est comme un des tops, là, un des tops espoirs, qui a juste perdu contre le champion. Là, je pense que c'est Deontay Wilder qui l'avait battu. Bref, c'est un gars, il est top. Là. Puis Oscar Rivas, il se fait dominer tout le long. Dernier round, boom! Le kaboom est venu. Moi, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment cool, cette histoire-là. Puis on a de plus en plus là, des boxeurs qui viennent de l'extérieur tenter leur chance ici. On a eu des Colombiens, là, il y a des Russes là, en ce moment. Là. Ouais. Ben ouais, mais c'est le pari aussi. Des fois, ils vont les chercher. Le pari d'aller chercher un Kazakh puis qui flamboie chez les amateurs, puis d'y donner sa chance, puis de faire en sorte que ça va peut-être être un champion. Fait qu'elles sont un retour sur investissement. Ouais, Arthur Beterbiev, ça s'est mal passé finalement, là, mais. Moi, j'avais entendu l'histoire de Arthur Beterbiev qui arrive là, dans le gym, comme il parle pas la langue, genre, puis c'est une machine, là, c'est un tueur. Puis là, ils le mettent en sparring, puis il leur fait mal, genre, il les knock, puis là, les entraîneurs essaient de leur dire comme non, c'est juste, ça serait cool que tu te calmes, puis comme... Tu massacres pas notre personnel, le gars, il a juste une idée en tête. Ah ouais. Hey, on a bien gros parlé de boxe, puis on a parlé aussi de ton père là, qui t'était probablement introduit à la boxe, puis ça, mais ça, c'est une question que je me posais en préparant mes trucs. C'est comme si quelque chose qui te fait chier, là, comme toujours être ramené, que ça soit ramené dans la discussion par rapport à ton père. Tu sais, je veux dire, t'es le fils de ton père. Là, pas vraiment. Non, ça te dérange pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, non, je sais qu'il n'y a rien que tu peux faire, mais en même temps, tu sais, ça doit être tough. Là, tu sais, je veux dire, ça a été quelqu'un d'extrêmement important pour bien des gens, là. Puis j'imagine que tout le monde t'en parle tout le temps, là. Et j'imagine que tout le monde doit avoir sa petite histoire. Ouais, mais ça, je trouve pas que c'est déplaisant. Là. Moi, ce que je trouve déplaisant, c'est quand on me présente comme étant le fils de. Ouais. Ça, c'est plus ordinaire. Ouais. Pas nécessairement que j'arrive à la radio puis on me présente comme ça. Je connais leur game, ça me dérange pas. Mais quand on me présente à un individu en disant voici. Ouais, non, ça c'est comme dire, genre, mets-le sur un piédestal pour quelque chose qui a rien fait, là, puis vas-y, prosterne-toi. C'est vraiment bizarre comme. Ouais, je comprends. Les gens qui me connaissent le font pas. Si tu le fais, puis c'est pour impressionner, mais c'est niaiseux, puis je pense que tu me connais pas assez, justement, pour. Ouais, je comprends, mais en même temps, tu sais, moi, je me mettais à ta place, c'est comme. C'est un deuil, là, tu sais, quand même. Puis c'est pas te le faire rappeler un peu tout le temps. J'imagine qu'à un moment donné, ça te fait plus rien. Non, c'est pas ça. Ces affaires-là, ça m'appartient à moi, puis c'est le deuil ou c'est... J'ai pas besoin. Quand quelqu'un en parle, je vois pas ça comme merde, tu sais, arrêtez de me le rappeler. Je vois plus ça comme... Je mesure, genre, la grandeur du personnage public, mettons. Ouais, ça te flatte pour lui, genre. Ben ouais, je pense qu'il serait content de voir que ses idées, autant il rejoignent un pêcheur de la Gaspésie qu'un peintre du Myland, c'est la force. Qu'un syndicaliste, c'est fascinant. Puis je me rappelle une des affaires qui m'avait marqué, c'était un gars qui avait montré son tatouage de sa face sur le bras. Là, j'étais comme, ok, ça m'étonnerait que tu vois quelqu'un avec un tatou de Denis Villeneuve ou de Xavier Dolan. En tout cas, je serais surpris. Il y a comme une passion de dire, j'ai transcendé le cinéma, j'ai transcendé, tu sais. C'est genre. Il y en a pour qui c'est culte, là, quasiment. Toi, justement, par rapport à ça, as-tu un moment où t'as voulu un peu te dissocier ou vouloir dire le contraire? Comme on dirait que tout ado, là, moi, à un moment donné, mon père, je veux faire exactement l'inverse de ce qu'il voudrait que je fasse. Non, je pense que j'ai toujours cru qu'il avait raison, même si on avait des désaccords. Peut-être quand j'avais 16 ans, j'étais plus anarchiste maintenant. Ah ouais, ok. T'étais plus QS anarchiste. Non, j'étais quand même un anarchiste indépendantiste. Ok. Mais j'avais pas de temps. J'étais plus fuck la police, puis. C'est une belle attitude. Fuck la police, pourquoi le contraire? Ce qui est drôle, c'est que des fois, tu gardes des niaiseries de travaux d'école, puis je retrouve un travail de secondaire 5 dans cette période-là, puis je finis mon truc en disant. La différence entre la démocratie et la dictature, c'est qu'en démocratie, la police n'est pas secrète. Tabarnak, j'étais hot pareil, là. 16 heures. Le prof va faire comme bon, alright. OK, là. Cool. Mais, tu sais, non, c'est ça. Puis je pense que... Et c'est drôle parce qu'en Bolivie, quand je parlais de collectifs de muralistes anarchistes, tu sais, je les ai beaucoup questionnés là-dessus sur
est-ce que c'est des gars anarchistes, mais nationalistes quand même? Il n'y a aucune ambiguïté de se dire anarchiste, mais d'être fier d'être bolivien, le drapeau veut dire quelque chose pour toi pareil. Puis c'est très curieux qu'au Québec, c'est vraiment... c'est pas super bien défini, ces trucs-là. Tu peux avoir des indépendantistes très, très, très à gauche, même proches de l'anarchie, mais ils sont une minorité dans le... Ouais, mais je t'avoue que j'ai quand même de la misère à discerner un peu, là, c'est quoi les idées anarchistes maintenant, là, pour les gens qui se disent anarchistes. Là, j'ai quand même de la misère à comprendre, tu sais, des fois, j'écoute ça, à la limite, je pourrais confondre ça avec des libertariens, là. Tu sais... Est-ce que tu te définis encore comme anarchiste ou depuis maintenant? Non. Non? Non, pas vraiment, mais j'aime pas trop les étiquettes de... Ouais. Tu sais, moi, je crois à certaines choses, j'aimerais croire à une espèce de système hybride entre le socialisme et le capitalisme. Aucun des deux fonctionne tout seul. La social-démocratie est souvent maquillée pour finalement être une espèce de néolibéralisme un peu plus soft. Puis je regarde ce qui se fait ailleurs, puis je regarde les bons coups, les mauvais coups. Tu sais, je dis, mettons, la Norvège fait telle affaire qui est intéressante. Cuba fait telle affaire qui est intéressante. Si jamais... on était capable de penser à un truc, mais tu sais, l'être humain est tellement corruptible que c'est dur de... Mais t'as pas l'impression que le projet d'indépendance, justement, je pense que j'en ai jasé ici avec un gars qui s'appelle Mathieu Bellil. Il jasait d'à quel point le projet d'indépendance, finalement, a toujours été présenté comme c'est une réaction, là, tu sais. On réagit à quelque chose, on réagit à notre extinction, finalement, là, tu sais. Mais on l'a jamais présenté comme un projet. Là. Voici comment qu'on ferait ça, voici ce que ça peut nous apporter, voici où c'est qu'on s'en va, qui c'est qu'on est, qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ça. T'sais. J'ai l'impression que c'est peut-être ça là, qu'on aurait besoin, en fait. On dirait que ça m'énerve un peu, moi, entendre parler d'indépendance si on c'est pas inclus dans comme le jour 1, on vote la Constitution, on vote les lois, on check c'est quoi qu'on fait. Là, quand c'est présenté comme fais ton X, puis après ça, laisse-nous, on va gérer ça, ça va bien aller. J'ai l'impression que cette manière-là est pas super inspirante pour grand monde. T'sais. Mais je pense que c'est tout un défi aussi d'arriver à définir un projet avant qu'il existe, puis de dire quelque chose d'assez rassembleur pour que même les souverainistes plus à droite ou les souverainistes plus à gauche ou les mous, les purs et durs, que tout le monde se reconnaisse. C'est audacieux quand même. Ouais, c'est audacieux, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment le choix que ça soit ça. J'ai un problème aussi quand j'entends des indépendantistes qui... C'est comme si le projet était pour eux, là, juste leur personne à eux autres. Là. C'est comme... Tu ne vas pas le faire tout seul. Faut que tu arrives à aller chercher des indécis, puis des gens qui votent non aussi, puis du monde qui vote non, mais que tu dis, mais je comprends pas, tu aurais toutes les... Tu sais, je veux dire, tu as toute l'éducation, tu as toute t'es lettré, man, tu comprends la politique, pourquoi? Mais c'est quoi cette aberration-là? Ouais. C'est comme un gars j'avais vu la veille des élections, le gars, il a un chandail fidèle, il a un chandail de Che, OK. il a un cigare, tu sais, tu vois que c'est un latino-américain, puis il dit « My man, Jean Charest ». Il y a quelque chose qui s'est perdu en cours de route, là. Je sais pas si t'as-tu comme arrêté de suivre la politique au Québec, est-ce que tu t'es fait rabrouer, tu sais, puis... Mais je pense que au niveau de la désinformation, des organes comme la presse, par exemple, sont bien forts pour aller toujours chercher genre un mini-événement anodin puis le monter en épingle pour effrayer des communautés, des néo-québécois à dire « Ah, mêlez-vous pas à ça! Ouais. » n'est-ce pas... Puis ils le font aussi... C'est toujours une histoire de peur, tu sais, puis je pense qu'un jour, on va peut-être... c'est pour ça que je te dis, la Bolivie, c'est super intéressant parce que comme ils sont réclamés un État plurinational par rapport aux nations autochtones, tu sais, de dire Ouais, ben ça, j'aime ça, tu sais. Chris, c'est hot, là. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de dire... Pourquoi est-ce qu'on... Parizeau avait cette façon de faire là. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de faire une délégation, là, mettons que c'est le PQ ou n'importe quel autre parti qui dit OK, pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas une délégation étudier un peu comment ils font là-bas pour tel truc puis ramener ça. Puis justement, construire ce projet-là concret, tu sais, de dire... Je sais, si on est beaucoup la Catalogne, on reçoit. Mais il y a d'autres choses que la Catalogne. Là. Ouais. Non, c'est ça, ça revient tout le temps. Ils l'ont fait pour l'Écosse, puis c'est pas inintéressant, mais pourquoi est-ce qu'on le ferait pas aussi avec des nations indépendantes qui qui ont avancé, tu sais, puis pourquoi à l'époque on le faisait, tu sais, le FLQ avait des liens avec les Black Panthers, avait des liens avec l'Algérie.
c'est un peu perdu, ça, puis on focus juste sur les nations non souveraines européennes, puis seulement Catalogne, Écosse, pourquoi pas la Corse? On semble un peu désespéré, en fait. Ouais, on semble désespéré, comme vous faites ça, mais qu'est-ce que vous faites, s'il vous plaît? Parce que nous, on sait plus, là, on essayait, ça n'a pas fonctionné. Mais ouais, je sais pas si tu l'as vu, j'ai reçu ici Ogden à la Claire ensemble. Lui, il trippe, tu sais, son nom de rapper, c'est Robert Nelson, trippe bien gros patriote, Bas-Canada, tout ça. Mais moi, j'étais pas vraiment au courant d'à quel point, tu sais, lui, il essaie de ramener ça, cette idée-là des patriotes, d'une république, de tout le monde est inclus, incluant les Autochtones et tout ça. Moi, j'étais pas au courant, en fait, qu'à la base, les Patriotes, c'était ça, tu sais. C'est peut-être qu'il faudra... Mais moi, j'étais pas au courant, en fait, que j'ai de la misère à saisir leur truc de slang bas canadien. Ouais, ben ça, c'est ça. On s'amuse puis on déconne. Là, ouais, ben c'est ça. Je le saisis pas trop, puis je me suis jamais... C'est un personnage. Puis j'ai demandé ça venait d'où, ça avait plus ou moins. C'est un peu... Mais je disais, moi, je voyais pas rien de politisé. Je comprenais leur histoire avec le drapeau du Canada, couleur inversée, jaune, mauve, la feuille d'érable à l'envers. Ouais. Mais moi, j'aime pas particulièrement la musique de la Claire ensemble. Mais ça se traduit pas dans leur musique, de ce que je comprends. Le personnage, la personne, c'est ses opinions politiques à lui, politisée. Ouais, mais en fait, lui, tu sais, c'est un fils d'immigrant aussi. Fait que, lui, c'est quoi, le Serbe, genre? Ouais, c'est ça. Ouais. Bosnie? Ah, ben. Ouais. J'espère que je l'ai pas insulté en disant le mauvais. Je me rappelle plus. Mais bref, lui, il avait de la misère à se reconnaître dans cette espèce de projet indépendantiste en ce moment. Puis sa manière finalement de se connecter à ça, ça a été, il y avait un documentaire sur Robert Nelson, puis tous les débuts, puis ça fait Chris, ça me parle. Ça, je me sens inclus là-dedans, puis je sens qu'il y a quelque chose de fédérateur, de rassembleur à travers tout ça. On dirait qu'il faudrait revenir à ça un peu, je pense. C'est ça que ça prend. Parce que, tu sais, je pense que, de toute façon, dans les dernières années, le mouvement indépendantiste est pas plus bas que ce que les partis politiques en font, tu sais. Je veux dire, je pense qu'il y a une base, puis ça, on a tendance à l'oublier, tu sais, il y a une grosse base de sympathie qui tourne autour de 35-30%. Ouais, ça bouge pas. C'est énorme, là. C'est énorme. Les Écossais, là, quand Sean Connery faisait la promotion de ça, puis il était le seul sur la Terre à en parler, Chris, c'était genre à 11% d'opinion favorable, puis ils sont rendus à voter à 45%. Fait que c'était quelque chose sur quoi t'appuyer, tu sais. Ouais. Puis Lucien Bouchard, l'enfoiré, c'est un des pires. Puis tout le monde, tous les vrais indépendantistes le détestent parce que Chris, on était. En plus, qu'on s'est fait voler, tu sais, Chris, donne l'autre coup d'accélérateur, laisse faire tes niaiseries de... Mais Lucien Bouchard a tout le temps été... Quand tu lis la bio de Parizeau, tu vas le saisir à quel point c'est une ordure. Là, mais c'était quoi l'idée de Lucien Bouchard? C'était pourquoi c'est cette manière, finalement, de saboter ce momentum-là? Je sais pas. Tu penses que c'est un vrai indépendantiste ou finalement c'est un esti de crotté? Je veux dire, on le voit après là, aller dans des parties des démarrais, puis... Tu penses que c'est un infiltré? C'est pas naïf de le mentionner. T'sais, comme on a eu Claude Morin, je vois pas pourquoi. Ça... Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que n'importe quel indépendantiste sensé, intelligent, aurait vu les résultats de 95 puis aurait eu le pouvoir après. Chris, let's go, mon chum. Là. Ah oui, on était là, let's go, on continue. Sans sac. On est sur le bord, là. Ouais. Ouais, j'allais terminer là-dessus, mais c'est peut-être un peu négatif notre affaire. Quoi, que ça laisse Lucien Bouchard, l'ordure, ouais, c'est ça, c'est livre de Paris. Alors, revenez-nous la semaine prochaine. On peut y aller avec une dernière. En fait, je pense que pour porter ces mouvements-là, ça prend justement, t'en parlais tantôt d'artistes qui se commettent puis qui vont puis qui prennent la parole puis tout ça. J'ai vu que t'as pris connaissance du boxeur, on vient à boxe là, Michael Pollan, t'as vu ça qui lui est rentré sur une toune pro IRA. Ah, go. Ouais, tu connaissais pas Michael Pollan? Pas du tout, non. Ah, c'est un guerrier là, finalement, un vrai boxeur irlandais là, qui swing comme un crinqué. Puis c'est un gars qui est beaucoup supporté par Conor McGregor, qui est le gars champion, il est plus champion UFC, là, mais tu connais, là, qui s'est battu aussi contre Floyd Mayweather. Puis ouais, c'est un vrai Irlandais
badass. Puis j'ai l'impression qu'on a besoin de ça. On a besoin de figures, autant Absolument. nos sportifs, nos cinéastes, nos humoristes, whatever, qui prennent la parole. Puis qui. Mais tu sais, parce que c'est quelque chose qu'on a évoqué plus tôt, mais tout le système est fait de sorte que si tu fais ce move-là, tu te peintures dans un coin, puis ton financement, mettons au niveau sportif amateur, tu sais, c'est comme les fédérations canadiennes, là, mettons que tu fais ton SMAT avec ton drapeau du Québec, mais que c'est Boxe Canada ou c'est tel organisme qui te supporte, là. Bonne chance pour le reste de ta carrière amateur, tu sais. Ouais. Quand t'es rendu chez les pros, un gars comme David Lemieux peut arriver avec le drapeau du Québec, puis, tu sais, moi, j'ai senti sa fierté. Il a tout le temps dit. Il y en a d'autres, tu le sens que... Jean-Pascal aussi. Il y en a d'autres, tu le sens que c'est un peu genre Yvon Michel qui leur crisse une fleur de lys sur le short en disant ce Kazakh qui ne parle pas français, ça fait 3 semaines qu'il est là, va atteindre le cœur des Québécois. Qui n'a jamais eu aucun intérêt pour nous autres. Mais on le sent quand c'est... On le sent quand c'est sincère, tu sais. Puis la même chose des artistes, la même chose chez les sportifs. Prends les Olympiques, tu prends nos meilleurs sportifs là, qu'on pourrait faire rayonner sur la scène internationale, qui nous rendent fiers, ils performent, ils gagnent la médaille d'or, mais ils sont Canadien. Sous un drapeau d'emprunt. Fait que là, tu te retrouves à vouloir encourager le petit gars de Saint-Jérôme, mais il est comme... Canadian. Full pin. Là. Fait que peinturé. Ouais. C'est dur, tu sais, ben... Je regarde, si t'aimes les Olympiques, moi je vais prendre pour les Slovaques, là, je vais prendre pour j'avoue qu'il y a quelque chose. N'importe qui d'autre. Moi, man, le hockey, j'ai de la misère à prendre pour le Canada. Je suis incapable. Ben non, moi non plus. Là. Je suis n'importe qui d'autre. Là. Je te dirais qu'une finale États-Unis-Canada, là, je regarderais même pas. Là, ouais, je comprends. Je go la République tchèque, go les Russes, go la Biélorussie, n'importe qui. Là. On va finir là-dessus, Jules. Ouais. On était sur une lancée positive. Ouais, on finit fuck le Canada. Ouais. Ben, c'est pas grave, écoute, on assume ça. Ben, c'était bien le fun. Hey, merci, Jules. Merci à toi. À la prochaine, bye bye.